Bonjour et bienvenue bande de fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui deuxième partie de mon analyse sans langue de bois de l'intégralité du roster AEW. Oui, deuxième partie car j'étais incapable de parler de tous les membres du roster de AEW en une seule vidéo, c'était beaucoup trop et j'étais explosé de fatigue à la fin, mais là il m'en reste beaucoup moins, il s'affiche sur votre écran à l'heure actuelle, et de manière générale je pense que cette vidéo contiendra sûrement moins de sel que la première, parce que je vois beaucoup de noms que j'aime beaucoup dans les gens qui me restent à traiter, mais je pense qu'on finira sur une étincelle de folie parce que les trois derniers de cette liste vont contenir à eux tout seuls la plus grosse dose de sel que j'ai jamais dit dans une seule vidéo, donc vous ne voulez pas rater ça, mais prenons la chose dans le bon ordre, continuons là où on était avec le monsieur Lance Archer. Et bah Lance Archer malheureusement j'ai pas trop d'avis sur lui. Parce que, comme beaucoup de catcheurs de la WWE, encore une fois, si vous avez raté la partie 1, j'en parle beaucoup de ce problème dans la partie 1, donc lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir la partie 1 si vous avez raté. Mais mon reproche principal, un des reproches que je fais à Tony Khan et son booking, c'est qu'il a tendance à jouer avec ses catcheurs comme s'il jouait avec des jouets, et puis une fois qu'il s'était lassé, qu'il avait fini de s'amuser avec, hop, il les jetait en arrière pour passer à d'autres jouets, littéralement comme un enfant. Et c'est exactement le cas de Lance Archer, parce que en tant que catcheur, j'ai rien à dire sur lui. Il est ok. En fait, il est grand, il est physiquement impressionnant, je trouve qu'il a une certaine aura, et je me dis que, il y a peut-être un projet à faire avec Lance Archer, et si je l'avais dans mon roster, j'aurais sûrement essayé de faire un projet avec lui, et avec un catcheur bien buildé, bien construit, prenant beaucoup de victoires dans diverses rivalités, et hypant aussi Wardlow au fur et à mesure, on aurait fait un gros match, Wardlow contre Lance Archer, mais je parle de gros match, grosse affiche, avec beaucoup de hype et beaucoup de build-up, et je sais que Tony, il me semble, a déjà proposé ce match, mais il l'a balancé comme ça dans sa télé, et il n'y avait aucun intérêt, parce que ni Wardlow ni Lance Archer étaient suffisamment bien bookés et buildés. Mais Lance Archer en soi, je pense qu'il a du potentiel. Je ne sais pas si ça aurait été un bon main eventer, un bon monstre, mais je pense que il aurait fait le taf. Il aurait fait le taf et clairement, il aurait eu ses atouts à jouer dans une fédération qui se serait mieux construite sur lui. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Je trouve qu'il fait le taf, malheureusement, sous-exploité. Pentagone Junior, Lucha Pentagone El Cerro Miedo, il a eu 100 000 noms ce mec, donc Pentagone, on va l'appeler Pentagone tout court parce que c'est le nom qu'il a gardé, membre de l'équipe des Lucha Bros. Au début de l'AEW, je trouvais que Pentagone et Rey Fenix, on va parler des deux ici, je trouvais qu'ils avaient beaucoup de potentiel, parce que c'était la seule équipe de luchadors qui était mise en avant. C'était les seuls luchadors du programme, à l'instar de Rey Mysterio à la WWE, c'était les seuls luchadors du produit. Et du coup, ils se démarquaient vachement à ce niveau-là. Alors, j'ai jamais trouvé qu'ils avaient le talent et le charisme qu'a Rey Mysterio à la WWE, mais il y avait quand même un potentiel. Et c'était une équipe assez forte, qui avait des victoires, etc., avec un style luchador bien particulier. Et je reproche souvent à la AEW d'avoir trop de catcheurs qui ont exactement le même style, le style très aérien, très acrobatique, avec très peu de selling, où on a un style extrêmement spectaculaire mais qui raconte pas grand chose, c'est un peu le cirque, la foire, mais encore une fois, si ce style de catch n'était attribué uniquement qu'à certains membres du roster, ça pourrait les mettre over, ces gens-là. Le problème c'est que vu que tout le monde a le même style, personne ne sort grandi de ça, et je trouve que les Lucha Bros, au début de l'AEW, auraient mérité d'être parmi les seuls à pouvoir utiliser un style pareil. D'une part, parce qu'ils le maîtrisaient plutôt bien, encore une fois, plutôt bien, mais c'est un style extrêmement risqué, on va parler du problème de tout ça après, parce que ce sont des catcheurs aussi, on s'en rend compte après, qui sont de gros dangers. Rey Fenix et Pentagone, c'est des gros abrutis qui représentent de gros dangers pour le reste du roster. Mais ça, on l'évacuera après. Je veux juste dire que ils étaient suffisamment over au début de la WWE parce que c'était les seuls luchadors. Et plus le produit a avancé, moins ils ont été mis en avant, plus d'autres luchadors encore moins charismatiques qu'eux sont arrivés et se sont noyés dans la masse. Bref, ils ont plus aucun intérêt. Maintenant, les Lucha Bros n'ont plus aucun intérêt, que ce soit Pentagone ou Rey Fenix, les deux n'ont strictement aucun intérêt. Noyés dans la masse. Mais je serais dégoûté si j'aimais vraiment ces catcheurs. Le fait est que je ne les aime pas du tout.
même que j'ai tendance à les détester un petit peu. Parce que faire un style acrobatique, aérien, spectaculaire, c'est une chose, c'est bien. Mais ce serait cool si vous ne blesseriez pas les catcheurs en face de vous à qui vous donnez les prises. Ce serait chouette, non? Parce que quand Rey Fenix, il il fait un tombstone, un pile driver sur Jon Moxley, qui est à un moment champion All International, je crois, il a pris le titre de Cassidy, qui le fait chuter sur sa tête alors que c'est une prise, qui pourrait être fait de manière safe. Mais non, on va faire la version au-dessus, je suis tout petit, mais je vais faire un pile driver à un mec qui est beaucoup plus grand que moi. Hop, il tombe sur la nuque, hop, il est KO. Oh merde! Et en tant que professionnel du milieu, bien sûr, Rey Fenix va dire « Ah merde, Jon Moxley répond plus, il a pas kick-out, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, on continue le match, mais on va le terminer vite. Et au lieu de préserver la santé de Jon Moxley, qu'est-ce qu'il fait? Il le reprend pour refaire un autre pile driver, et encore une fois, chier la prise, refaire tomber Jon Moxley sur la tête. Mais t'es en mode, mais espèce d'abruti mental, mais tu te rends compte de ce que t'es en train de faire, tu te rends compte que là, t'as mis en péril la vie d'une de mes plus grosses stars de mon putain de show. Mais encore une fois, tu es Tony Khan, tu vois ça, Rey Fenix, tu n'es plus personne au moment où tu fais ce genre de choses, hop, tu prends la porte, tu te casses. C'est grave ce que t'as fait, ce que toi et l'arbitre Rick Knox, qui n'est pas dans cette vidéo, qui fait pas partie des personnes dont je vais parler, mais j'en parlais vite fait de l'arbitre Rick Knox, qui est une véritable catastrophe, qui a laissé passer une chose pareille, qui a encouragé une chose pareille dans le match, mais vous prenez la porte directe. Bande de dangers mortels. Et quand Pentagon Junior, tu te mets à la Ring of Honor et tu te mets faire un spot avec Dante Martin, on va se faire un triple salto, un triple powerbomb périlleux à travers 3 tables, j'ai plus spot en tête. Mais c'est tellement stupide, c'est tellement dangereux. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Dante Martin, hyper jeune catcher, il se casse la jambe. Tout son catch, toute sa carrière à Dante se repose sur le fait qu'il saute partout et qu'il est aérien. Et il s'est cassé une jambe. C'est possiblement une fin de carrière. Encore une fois, il va s'en remettre, et je crois qu'il s'en est remis d'ailleurs, je crois que maintenant il s'en est remis. Mais ça aurait pu être dramatique. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour un spot? Pour une réaction où les fans vont faire « Wow !» et qui va être oubliée le lendemain? L'heure d'après? À quoi bon faire des choses pareilles? Les gars, à la base, étaient over parce que c'était les seuls luchadors du roster. Ils étaient charismatiques, bonne musique d'entrée. Il suffisait à Tony de se concentrer sur ces 2 gars à qui continuent ce qu'ils faisaient, mais en réduisant la dangerosité de certains mouvements. Et on avait une équipe over et safe. C'était tout ce qu'il fallait faire avec eux. Absolument tout. Malakai Black, j'en ai beaucoup parlé indirectement dans la partie 1 quand je parlais de la House of Black, quand je parlais de Brody King et de Buddy Matthews. J'ai pas de problème avec Malakai Black parce que je trouve que c'est un bon talent. Le problème, il est assez charismatique et j'ai adoré ses débuts face à Cody Rhodes avec sa musique d'entrée qu'il avait en solo, le côté ténèbres contre la lumière, c'était hyper intéressant, leur rivalité elle était vachement chouette, mais depuis ce jour, Malakai Black n'a plus jamais réussi à avoir la hype qu'il avait face à Cody. Encore une fois, je pense que c'est en grande partie dû à Cody Rhodes, mais aussi que depuis c'est enterré dans la tag team, et encore pire dans la tag team par trio, où plus jamais il n'a pu briller comme il aurait dû briller. Et dans ce trio, je trouve que Malakai Black n'est pas l'élément le plus fort. Je trouve que Buddy Matthews est celui qui a le plus de potentiel et Malakai Black a quand même beaucoup de charisme. Et actuellement dans la tag team, il peut faire des choses sympas, mais je pense qu'il peut beaucoup plus briller en solo, évidemment, retrouver la hype qu'il avait au tout début. Mais Malakai Black, faut savoir que c'est quelqu'un qui est quand même assez limité. Je dis là par là que la EW, c'est un endroit où tout le monde est très libre de faire ce qu'il veut. Tony Khan laisse les clés à ses catcheurs, c'est les catcheurs qui décident de quoi faire. Donc quand tu t'appelles CM Punk et t'es hyper brillant, ou Cody Rhodes, et bah on sent qu'il y a une connaissance du business qui donne lieu à des segments plus intéressants, ou MJF, qui donne lieu à des segments plus intéressants que d'autres. Et quand t'es Malakai Black et que tu es pas très intelligent sur le business, malheureusement, et bah tu t'enfermes dans une sorte de sphère spooky où t'es très construit sur son personnage, mais aucun arc narratif n'est vraiment fait, aucune évolution n'est faite depuis les débuts.
Et on s'emmerde. Et il n'y a aucun segment marquant avec Malakai Black depuis je ne sais pas combien de temps. Encore une fois, ce segment le plus marquant, ça arrivait à être face à Cody Rhodes. C'était ce qui avait été plus marquant avec Malakai Black. Depuis, plus rien. Ce mec a besoin d'être dirigé. Malakai, pour exploiter son plein potentiel, parce que c'est un très bon catcheur dans le ring, il sait faire des choses sympas, il a un style unique, il a quand même une gueule. Sa promo, elle est pas très bonne. Il a pas une très très bonne promo, Malakai Black. Mais son personnage peut être intéressant. Encore une fois, il faut l'exploiter correctement parce que c'est pas un catcheur qui a tous les atouts. Et si un catcheur n'a pas tous les atouts et n'est pas brillant dans le business, mentalement, il faut le diriger. C'est tout ce que je dirais sur Malakai Black. Beaucoup de potentiel, mais il n'est pas dans une structure qui peut exploiter ce plein potentiel. Malheureusement pour lui. Ah, Mark Briscoe, quand tu... Oh, putain. Dans la partie 1, je soufflais beaucoup parce que je suis en mode oh putain, j'ai pas envie de pas de catcher, j'ai la flemme, il va me faire chier et tout. Mark Briscoe, j'ai soupiré parce que je ne comprends pas pourquoi ce mec n'est pas plus utilisé. Encore une fois, le but du catch, c'est de faire un maximum d'audience, de construire des rivalités, construire des matchs, des intrigues où le public va être investi à 100%. C'est donc raconter des histoires. Et comment on attache le public avec des histoires fortes, c'est par le biais de personnages forts. C'est le fonctionnement du cinéma et des séries télé que vous aurez regardé partout sur Netflix. Des personnages forts sont parfois plus importants que des intrigues fortes. Et Mark Briscoe est là, il est sur un plateau d'argent, tu parles de personnage fort qui a de la personnalité, il est là, il est droit devant toi, et tu ne l'utilises pas. Tu préfères utiliser Nick Wayne. On va en parler de Nick Wayne. Nick Wayne a beaucoup plus de moments à la télé que Mark Briscoe. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Mark, Tony? Il a insulté ta mère, il t'a mal regardé, t'aimes pas ses dents, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il pue de la gueule? C'est quoi le problème avec Mark Briscoe? Ce mec, c'est exactement ce qui manque, en grande partie, dans le roster de l'AEW. Et c'est sur ce genre de mec qu'il faudrait baser le produit, se concentrer. Des gens qui ont de la personnalité. Et je les ai mis over dans la partie 1. J'en ai mentionné quelques-uns dans la partie 1. Et ces gens-là, il faut tout miser là-dessus parce que c'est eux, bien construits, que tu peux transformer en stars, qui peuvent faire investir les fans. Mais tu ne leur laisses pas la chance de le faire. Mark Briscoe est un bon catcheur. Il a une backstory, une histoire extrêmement forte. Son frère avec qui il a fait ses plus grandes tours dans la tag team est mort. Et paix à son âme. Mark Briscoe, à la mort de son frère, aurait dû être pushé à bloc. Mais on a eu un petit match en hommage à son frère, et après plus rien. Putain, mais c'est dingue! Tout ce qui est là, toutes les plus belles choses que Tony peut construire, il ne le fait pas. Mark Briscoe, tout était là. Et le mec, encore une fois, en promo, c'est un monstre. Il est très fort en promo. Pas parce qu'il a la plus belle verve du monde, mais parce qu'il a une personnalité. C'est tout comme LA Knight. LA Knight, il a une personnalité de dingue, et c'est ce qui fait qu'en promo, il déchire tout. Et on en parlera plus tard, mais c'est aussi ce qui fait que Will Ospreay, qui n'a pas la meilleure promo du monde, mais qui a une personnalité assez intéressante et qui se démarque des autres, fait que ça le rend intéressant, et qu'on s'accroche à ses promos. La personnalité fait énormément de choses. Mark Briscoe a peut-être la plus grosse personnalité de tout le putain de roster avec MJF, et il n'est pas utilisé. Et là, je viens de vous dire un truc, mais imaginez Mark Briscoe bien construit, qui prend des victoires, qui prend des rivalités, qui a des opportunités pour des titres, on le build, pour ensuite confronter MJF pour le titre mondial, le face, Mark Briscoe, ce vieux punk à chien dans la rue qui est prêt à tout, et MJF en mode full heal. Mais les affiches comme ça, elles s'écrivent, et ça peut faire des trucs brillants, putain. Mark Briscoe, c'est une occasion, mais manquée, mais de ouf. À sa place, je serais tellement frustré, je ne comprends pas, putain. C'est dingue, absolument dingue.
Matt Seidel, dans la catégorie petit jobber qui peut te mettre over, un peu Adolf Ziggler, de Wish, il est cool. Tu gardes dans le roster parce que Matt Seidel a quand même des belles prouesses athlétiques et qui peut faire des petites choses sympas pour élever les jeunes heels, les nouveaux heels à prendre un petit peu d'ascendant. Bon premier adversaire, je pense, Matt Seidel. C'est comme ça que je le bookerai dans mon show. Et encore une fois, Mercedes Martinez. Je sais que Tony a la Ring of Honor et Dynamite, mais quand je vois Mercedes Martinez, je me dis, qu'est-ce qu'elle est dans le roster, elle? Putain, elle a l'air vachement cool. Encore une fois, je la connais pas. Ça se trouve, elle catch comme un pied, hein. J'en ai aucune idée. Je ne la vois pas. Elle ne catch qu'à la Ring of Honor. Je ne vois pas Mercedes Martinez. Je crois que je l'ai vue une fois à peu près à Dynamite et j'avais trouvé ça sympa. Mais en fait, je m'en fous de savoir qu'elle catch extrêmement bien. Pour moi, Mercedes Martinez, c'est ce qui manque. C'est des gueules, c'est des physiques. Et elle a une gueule et un physique. Je sais pas ce qu'elle donne en promo, je sais pas ce qu'elle donne dans le ring. Encore une fois, je la connais pas par cœur. Mais je me dis pourquoi cette meuf, je ne la vois pas plus souvent à Dynamite. Le produit principal, le produit le plus télévisé. Pourquoi elle catch à la Ring of Honor? Qui en a quelque chose à foutre de la Ring of Honor? Je sais que j'ai beaucoup de haters. Des profanes AEW qui me tombent dessus pour des détails. Tu parles que de CM Punk. Là, je vous demande de me reprendre toutes ces choses-là. Éclairez-moi, dites-moi si vous êtes d'accord ou si, là encore, vous détestez mon opinion là-dessus. J'ai du mal à voir pourquoi vous me tomberiez dessus, pourquoi vous me traiterez de hater, alors que je dis juste que j'aimerais plus voir Mercedes Martinez dans le produit le plus intéressant. Encore une fois, si vous fondez des compagnies de catch, que vous avez une compagnie que tout le monde va regarder, et une compagnie dédiée aux fans de niche, du contenu exclusif, supplémentaire, bonus, vous n'allez pas mettre vos plus gros noms, vos plus gros stars, ceux qui ont plus de potentiel dans le produit principal, et mettre les petits jeunes qui doivent encore apprendre et s'élever et être réservés du coup aux gens qui vont payer pour du contenu supplémentaire dans le petit show. Je veux dire, c'est pas un avis de haine. Les avis de haine, je les réserve aux Young Bucks. Et peut-être à elle. Je vais boire un petit coup d'eau. La gourde d'eau, c'est mon meilleur ami dans ces vidéos. Je vais boire un petit coup, on revient. Aïe, 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 aïe. Tout comme Kazuchika Okada, vous ne m'avez pas entendu parler de Mercedes Moné puisque elle est arrivée après que je faisais beaucoup de vidéos. Elle est arrivée après tout ça. Donc, je ne me suis jamais exprimé sur Mercedes Moné. Je me suis exprimé sur elle avant qu'elle fasse ses débuts. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit, mais j'ai dit, Tony va payer très très cher Mercedes Moné, et devinez quoi? Elle ne sera pas un draw. C'est qui avait raison? Mercedes, money talks. Tu pars, money talks. Money, toi, money. La monnaie, toi, Mercedes. Et encore une fois, je suis désolé, je veux pas considérer comme un connard, parce que c'est une bonne lutteuse, Mercedes Moné, anciennement Sasha Banks. C'est une bonne lutteuse dans le ring. Bien sûr, elle a beaucoup de talent. Bien sûr, elle est charismatique. Mais de là à se la péter, à se la raconter, moi, je rapporte de l'argent. Here's the money. Elle dit ça en conférence de presse. Mais non. Non, tu rapportes pas une thune à la compagnie, Mercedes. T'en as fait perdre. Tony Khan a cru, dans son esprit de marque, que Mercedes Moné lui rapporterait exactement la même chose que lui rapportait à l'époque CM Punk. Oh, il parle encore de CM Punk. Oui, parce que là, pour le coup, c'est une vraie comparaison. Parce que Tony Khan book Mercedes et la place dans le show et l'utilise de la même façon qu'il utilisait CM Punk, si vous avez analysé la chose correctement. Elle est toujours placée à 9h à télé américaine, à 21h, c'est là où elle est diffusée, c'est l'heure forte, c'est le début de l'heure, c'est là où les gens se connectent beaucoup à la télé, et CM Punk était souvent placé ici, en milieu de show, parce que c'est là où les gens pouvaient tomber sur lui. Et hop, les gens tombent sur lui, et hop, on accroche l'audience. C'est là où les stars sont souvent utilisées. Et analysez la WWE, vous allez remarquer qu'à chaque fois, au début des heures, à Raw, au début de chaque heure, et à SmackDown, au milieu du show, il y a toujours une star. Toujours. Voilà pourquoi. Il la traite donc de la même manière.
il la protège, il hype, il la tease pour un show spécial où elle ferait son apparition, où tout le monde sent qu'elle va arriver. C'est exactement le même traitement. Il y a une différence par contre sur les résultats, c'est que CM Punk a fait dépasser 1 million d'audience et a conservé les audiences de Dynamite entre 900 000 et 1000 d'entrée, et Mercedes Moné n'a rien fait bouger. Mercedes Moné n'a rien fait bouger. Au contraire, quand elle apparaît à la télé, il y a tendance à ce que les audiences baissent. Parce que il utilisait aussi Mercedes Moné de la même manière qu'il utilisait CM Punk, c'est-à-dire dans les segments, en promo. En effet, elle était encore blessée alors qu'elle a fait son apparition et ne pouvait pas faire de match de catch. Elle pouvait en revanche bider des rivalités contre Willow Nightingale. Et du coup, on avait beaucoup de promos de Mercedes Moné. Et quelle erreur! Parce qu'en promo, elle est pas bonne. Elle est pas bonne en promo. C'est de la merde scriptée. Je pense qu'elle écrit ses trucs et qu'elle parle, c'est pas naturel. Elle est pas bonne en promo. Et je ne sais pas combien Tony a payé Mercedes parce que c'est un marque et ils se disent oh, Mercedes Moné c'est l'argent. Oh bah oui, bien sûr qu'elle mérite, c'est une grosse star, elle mérite d'avoir des sommes colossales. Ils ne réalisent pas ce qu'elle mérite. Et je suis sûr que la WWE a aussi offert une somme à Mercedes. Bien sûr qu'ils vont faire une somme. Évidemment qu'ils sont intéressés par Mercedes Moné à la WWE. Elle revient, nouveau look, anciennement Sasha Banks, pour catcher avec les plus grands, pour de nouvelles rivalités, pour donner à manger à Rhea Ripley. Évidemment. Mais ils ont pas dû donner autant que Tony le gros Marc. Parce que pourquoi choisir la EW encore une fois? À part pour se faire plaisir dans un style de catch indie, avoir plus de liberté sur son contrôle créatif, et surtout en tant que Mercedes Moné, être persuadé, être sûr à 100% que ce sera la femme principale, la femme la plus importante du roster, parce qu'effectivement la WWE, elle aurait été écrasée par Becky, par Charlotte, par Rhea, par Bianca, elle aurait été écrasée par au moins 4 femmes, voire plus. Elle n'est pas à la hauteur de la hype que l'AEW lui a donnée. Mais encore une fois, je ne la bâche pas. Dans le ring, c'est une bonne catcheuse, Mercedes Moné. Elle a du potentiel, qu'est-ce que je raconte? Elle a du talent, c'est indéniable. Elle a beaucoup de talent, Mercedes. Dans le ring. Et ce n'est pas les catcheurs qui sont bons uniquement dans le ring qui vont te rapporter de l'argent. Il faut que derrière, ils assurent, ils aient suffisamment de personnalité et qu'ils accrochent suffisamment les fans, qui rapportent de l'audience, de l'audimat, pour pouvoir en faire des stars. Mercedes Moné est un flop. Il faut pas le prendre mal, c'est un fait. Quand on regarde les chiffres, c'est un fait. Et c'est exactement pareil pour Kazuchika Okada. Ces 2 grosses signatures que Tony a fait, qui sont des flops. On est à des années-lumière de la hype d'il y a 2 ans, où il avait signé Danielson et Punk. À des années-lumière, il n'y a même pas photo, même pas comparaison à avoir. Parmi les 3 grosses signatures qu'il a fait, Okada, Moné et Ospreay, il y en a un seul des 3 qui se démarque. On en parlera plus tard. C'est qui, lui? Il est où? Miro? Il est toujours dans le roster, lui? Miro dans la catégorie des gens que Tony a marre de booker, qui les jette. Alors, est-ce que c'est Tony qui en a marre de les booker, ou est-ce que c'est Miro qui en a plein le cul de bosser là, qui fait « Allez, book-moi, sinon je me pars, je pars en vacances, j'en ai plein le cul, je vais repartir en Bulgarie avec ma putain de femme, je vais être bien là-bas et flemme, me casser tous les couilles. » Miro, il y a moyen que c'est un peu comme ça, hein, parce que... Quelle blague, qu'est-ce qu'il a été mal utilisé. Pauvre Miro. Anciennement Rousseff, il était assez mal utilisé, Rousseff. Il avait quand même des bonnes rivalités. Je me rappelle sa rivalité face à Roman Reigns, mais c'est vrai qu'il faisait pas grand-chose. Il perdait souvent. Mais ici, à la AEW, il a eu un excellent run de champion TNT, que j'aimais beaucoup, à ses débuts, quand il était enfin redevenu avec les cheveux noirs, et qu'il a arrêté de jouer aux jeux vidéo. Il a enfin eu un bon petit run de champion, et j'adorais Miro. C'était clairement un des meilleurs éléments de la AEW. Encore une fois, sacré aura, Miro. Et ses réflexions par rapport à Dieu, etc., etc., il avait un personnage hyper intéressant. Et on ne le voit plus. On ne le voit plus. Et c'est dommage, parce que c'est un catcheur
où j'avais envie de m'investir en lui. Mais match pas suffisamment bien hypé, personnage qui n'évoluait pas des affiches fortes. Il a été oublié, Miro. Il a été oublié alors que c'était un bon élément. C'est dommage. Ah, je vais boire un coup d'eau, mais vous inquiétez pas, on va pas trash talk là, parce que vous me connaissez, je ne trash talkerai pas MJF, évidemment. De peur à ce qu'il me rentre dedans et qui m'humilie au micro, parce que ce mec est extrêmement brillant. Quel putain de jeune talent. Je pense que les deux meilleurs jeunes talents sur Terre actuellement sont MJF et Logan Paul. C'est les deux qui sont des catcheurs extrêmement jeunes et qui ont su très très vite sortir leur épingle du jeu, devenir extrêmement intéressants, montrer pourquoi eux sont le futur et sont surtout les futurs stars du business. Logan Paul est dans la plus grosse compagnie et sa carrière est toute tracée. MJF a réussi à se placer au sommet de la chaîne alimentaire alors qu'il n'est jamais apparu à la WWE. Ce mec a réussi à pondre, à faire partie de la meilleure rivalité de la décennie, celle avec CM Punk, alors qu'il est extrêmement jeune. Et cette rivalité est extrêmement bonne parce qu'il a joué toute son âme là-dedans et parce que comme CM Punk, de la même manière que CM Punk, il a offert autant de qualité. J'arrive pas à parler. Mais bref, il a autant participé à la qualité de la rivalité par rapport à que CM Punk. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il était voilà, on peut le féliciter tout autant. Ce mec est brillant. La promo est exceptionnelle, évidemment. C'est pour ça qu'on le retient surtout. Il a une promo naturelle, exceptionnelle. Tout comme le Rock, et comme il l'a dit assez récemment, il a été l'homme le plus détesté de tout le putain de roster pour au final devenir le plus adoré. C'est une vérité, c'est un fait. Les gens l'adorent parce qu'ils reconnaissent le fait que le mec est beaucoup trop bon. Et que maintenant on est à un stade où il jubile quand MJF joue au connard. Les spectateurs jubilent. Mais encore une fois, ce n'est pas qu'un bon talker. MJF a une aura de star. La présentation, la classe et le catch. Ce mec dans un ring, il est trop fort et il sait tout faire. Et je trouve, justement, la petite critique qu'on pourrait faire, c'est qu'il a eu tendance à vouloir peut-être un petit peu trop prouver au monde entier qu'il était aussi bon dans le ring. Il a pris beaucoup de risques dans le ring pour des spots, pour un peu montrer à la fanbase de l'AEW ce dont il était capable, alors qu'il n'était pas forcément obligé de le faire. Mais après, je comprends, encore une fois, il est jeune, il y a des choses à prouver, il n'a pas envie que son nom soit uniquement lié à bonne promo. Il veut montrer que c'est pas juste une bonne promo, c'est une star, le fameux full package. Et aussi physiquement, quand le mec retire son costard, putain, la shape de Starbé. Quand tu vois dans un ring, tu fais, ok, le mec est sérieux. Oui, lui, il mérite d'avoir la ceinture. Quand il avait la ceinture de champion, putain, ça passait bien, quoi. Ça passait si bien. La critique que je vais faire sur MJF, c'est pas lui, c'est plutôt sur le booking qu'a voulu en faire un face. Et quand il était devenu face, Tony ne sait pas booker les faces à la AEW et en fait toujours des mauviettes, des gens qui ne comprennent rien, des cons. MJF était le démon, était un être extrêmement brillant qui devançait sans cesse ses adversaires. Et quand il est devenu face, il s'est fait passer devant, il s'est fait manipuler par des gens bien moins brillants que lui, par des heels qui... Je sais même plus contre qui il était en rivalité MJF quand il était pote avec Adam Cole. Mais oui, le démon le devançait sans cesse alors que c'est MJF, c'est lui le mastermind. Il a été présenté ainsi et je trouve que ces derniers mois qu'il a vu dans son run en tant que face étaient pas très très bons. Était vraiment pas très bon, tout le kangourou kick et tout, j'aimais pas ça. On va pas se mentir, j'aimais vraiment pas ça. Mais je préfère excuser ça de ma tête parce que maintenant il est revenu avec... une nouvelle allure, il est revenu, ça fait du bien produit. La AEW avait besoin de MJF. Ils avaient désespérément besoin de lui. Il est revenu, les gens sont hyper heureux. Et le voilà à peine revenu, qui relance les hostilités. Et il va se battre contre Rush. Rush, j'en ai rien à péter de Rush, on va parler de Rush après. Il va se battre contre Rush pour un petit match, je pense, j'espère. Et
J'ai hâte de voir ça. Parce que la promo, à quel point il attaque les rouges, comme lui rentrer dedans, putain, ça m'avait manqué. Et MJF, c'est ça. C'est un mec qui comprend le business. Il comprend que l'intérêt est de construire des affiches, construire des rivalités pour faire de la thune. Pour que les gens payent le pay-per-view. C'est ça l'objectif. Et on dirait que MJF est un des seuls dans le business, dans ce roster, à se sortir les doigts pour faire ça pour Tony. Il a l'air d'être dévoué à la AEW, il a l'air d'avoir envie de rester. Il n'a pas l'air d'avoir envie d'aller à la WWE, ce que je ne comprends pas. J'espère que c'est aussi partie de son personnage et pour se faire, encore une fois, acclamer auprès des fans de la AEW. Mais peut-être qu'il veut aussi prouver que lui, MJF, est la personne responsable du sauvetage de la AEW. Peut-être qu'il veut se prouver ça. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête. Mais, quelles que soient ses ambitions, c'est un catcheur brillant. Brillant sur tous les points. Quel grand talent. Alors là, quand tu passes du coq à l'âne, hein, oh putain, quand tu passes du coq à l'âne, Nick Wayne, qu'est-ce que ce mec faut à la télé? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ce mec faut à la télé? C'est quoi le plan? Pourquoi ce mec a récemment eu un match de championnat du monde face à Swerve Strickland? Et pourquoi Swerve Strickland en a chié pour battre Nick Wayne? À travers Nick Wayne, on va parler d'un problème de la AEW aussi. Un autre problème. Pourquoi on n'a pas envie de s'investir dans ces catcheurs? Il y a un argument qui est tout con. C'est que chaque match à la AEW, que ce soit contre des gros noms, les plus grosses stars du roster, ou contre les plus gros jobbers du roster, en l'occurrence Nick Wayne, sont toujours des matchs compétitifs. Hormis quand Wardlow squashait des gens à l'époque, c'est toujours des matchs compétitifs. Alors que tu sais pertinemment qui va gagner. Quand Swerve affronte Nick Wayne, tu sais pertinemment que Swerve va gagner. Mais pourquoi Swerve, qui a besoin de s'implanter comme le champion, le visage, galère pour battre Nick Wayne, qui n'a eu aucune victoire importante dans ce business, dans l'histoire de la AEW, et qui ne ressemble à rien, qui n'a aucun physique, qui est la petite pute d'un groupe? Comment, à quel moment tu dis que c'est une bonne idée pour mettre over Swerve? Et Tony se dit oui, mais comme ça enterre pas Nick Wayne. Mais qui en a à foutre à ce que Nick Wayne soit enterré ou pas? On s'en bat les couilles, il est pas prêt pour la télé. Mais enterrez-le. Enterrez-le et qu'il apprenne, que lui aille à la Ring of Honor, qu'il s'entraîne à la Ring of Honor, que personne ne le voit grandir, prendre de l'assurance, prendre des muscles, s'améliorer en promo, qui progresse là pas, pour qu'il revienne une fois prêt à Dynamite, et que là, il représente un petit peu plus une menace pour le reste du roster. Pourquoi ce mec est diffusé? C'est quoi l'intérêt? Il n'est même pas utilisé comme utilisé Dominique Mysterio. Il pourrait être utilisé comme la petite pute heel, qui est très faible, et qui peut pas gagner un match sans tricher, sans l'aide de son groupe. Mais c'est pas le cas, il fait galérer Swerve, le champion du monde. Imaginez Dominique, sans l'aide du Judgment Day, faire galérer Roman Reigns. Bah ça vous paraît lunaire? Bah oui, c'est lunaire. Parce que ça ne fait aucun sens. Nyla Rose, pas trop d'avis. Au départ, je comprends pourquoi on l'a signé, parce que c'était la meuf avec le plus gros physique, le plus impressionnant, le plus bestial du roster féminin. Mais elle a pas beaucoup de charisme, très très peu. Après, un peu comme Nia Jax, quand elle est dans le ring, le simple fait de l'avoir dans le ring peut déjà raconter une histoire. Malheureusement, la meuf a perdu à de nombreuses reprises face à une meuf de 50 kg, 45 kg, Rio. Donc en termes de crédibilité, on repassera. Ah putain, allez. En vrai, je vais pas me plaindre, je parle en bien de beaucoup de catcheurs. Faut bien quand même qu'il y ait 2-3 où j'ai des choses à dire, hein. Orange Cassidy, je vais résumer par la blague qui a trop duré. C'est une blague qui a trop duré. La blague était marrante au début,
Mais maintenant, c'est plus possible. Orange Cassidy, je comprends pourquoi il marche dans le catch indie. Et honnêtement, je vous avoue un truc, je pense qu'il aurait aussi marché, à petite échelle, à la WWE. Mais il aurait marché comme R-Truth a marché. Dans des segments comiques, à rentrer en jeu dans les storylines de groupe, où on se demande, le côté imprévisible, on se demande, putain, qu'est-ce qu'il va faire Orange Cassidy? Qu'est-ce qu'il va faire? Il aurait été over, évidemment, je dis pas le contraire, bien sûr qu'il aurait été over. Je dis pas que ce mec est une merde et qu'il aurait jamais été over. Non. Son personnage, il est marrant. Un peu bas les couilles, la veste en jean et tout, c'est... Bien sûr que c'est marrant. Mais ce que je reproche, c'est que Tony, dans sa tête de marque, qui est archi fan d'Orange Cassidy, qui s'habille comme lui à Halloween, qui a des photos de Tony qui circulent habillé comme Orange Cassidy, putain de marque, la crédibilité du boss, on repassera. Ce que je reproche à Tony, c'est qu'il a construit Cassidy comme un être extrêmement fort, invulnérable. C'est Mickey O'Neill dans Snatch. C'est Mickey O'Neill dans Snatch et Brad Pitt dans Snatch. Le mec, il a un peu bas les couilles, un peu nonchalant, c'est un roumain, et bam, un punch et c'est KO, c'est terminé. Il book Orange Cassidy comme ça, c'est exactement comme si actuellement Triple H bookerait R-Truth comme un véritable danger qui irait chercher le titre de Gunther. Actuellement. Bah non, il ferait pas ça. Évidemment qu'il ferait pas ça. Parce que chaque chose doit être à sa place pour que ça marche. Et le problème que j'ai avec Orange Cassidy, c'est que c'est une blague. Et j'ai rien contre les blagues. Mais c'est une blague qui a trop duré et qui a beaucoup trop évolué en un truc qu'elle ne peut plus maîtriser. Orange Cassidy a un run de champion extrêmement long. Il ouvrait à une époque chaque putain Dynamite. Sa musique de merde ouvrait Dynamite toutes les putains de semaines. Dans un match hyper compétitif de 20 minutes où il allait battre un catcheur qui avait plus de potentiel que lui pour devenir un talent avec du potentiel, potentiellement une star. Tony, putain de merde. Et du coup, Orange Cassidy m'est sorti par les trous de nez. Parce que qu'est-ce que je vois dans les matchs d'Orange Cassidy? C'est des matchs comiques, mais des matchs comiques où il décrédibilise comme pas possible ses adversaires. Pourquoi, quand Cassidy fait ses coups de pied pour foutre la gueule de son adversaire, les petits coups de pied où il touche à peine aux gens font oh, 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 il le fait à chaque match, les mains dans les poches. Pourquoi, quand l'adversaire, un gros heel monstrueux, voit ça, pourquoi il ne tacle pas direct Orange Cassidy? Pourquoi, quand il commence à faire ça, boum, gros punch et je t'envoie au sol? Non, à la place, il préfère attendre et laisser Cassidy faire son truc. Et ensuite, il essaie de le frapper et le mec, il esquive. Et il le fait au sol. Et Superman Punch! Waouh, le finisher de Roman Reigns! Le problème, c'est que ce mec décrédibilise le produit et les autres. Parce qu'il est mis dans une position où il est beaucoup trop important par rapport à ce qu'il représente. C'est ça, le problème d'Orange Cassidy. C'est l'unique problème et c'est un problème majeur. Ortiz, qui en a quelque chose à foutre d'Ortiz, le mec, contrairement à Karrion Kross, lui c'est depuis qu'il s'est rasé qu'il n'a plus eu d'aura. Karrion Kross, il faut qu'il se rase, lui Ortiz, il faut qu'il fasse repousser ses cheveux. Pac, putain, Pac, j'aurais envie de lui dire, mec, regarde-toi dans le miroir. Pac, regarde-toi dans le miroir. Vas-y, prends le miroir et regarde-toi. Mets-toi torse-poil, fais 2-3 pompes, fais 2-3 tractions et regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce que tu vois, Pac? Il me répondrait, une bête sanguinaire avec une belle grosse tête d'enculé. Qui, franchement, fait peur. Et effraierait n'importe qui. Et je lui dirais, oui, Pac, tout à fait. C'est ce que je vois aussi. Une grosse brute qui clairement ferait vaciller beaucoup de gens en face de lui. Pac, pourquoi tu catches comme Rey Fenix? Pourquoi tu catches comme AJ Styles? Pourquoi tu catches comme tous ces gars? Pac, pourquoi tu ne catches pas comme Brock Lesnar? Pourquoi tu ne catches pas comme Batista?
Explique-moi, Pac. Parce que j'ai quand même beaucoup de prouesses athlétiques, j'ai quand même, je sais faire, regarde, t'as vu mon finisher, t'as vu ce que je sais faire, t'as vu que Oui, Pac, c'est bien, tu sais le faire, j'en ai rien à foutre que tu saches le faire. Si tu catchais comme ces mecs, si tu catchais comme Gunther, tu serais over. Parce que tu ne catches pas comme l'indique ton physique. Ton physique raconte quelque chose. Et quand tu catches, tu fais littéralement du hors-sujet. C'est ce que je dirais à Pac. Parce qu'encore une fois, il a un corps béni des dieux. Le mec, il a travaillé comme un acharné pour obtenir ce corps. Et il gâche tout parce qu'il catch comme un fan indie, comme un marque. Ses catcheurs préférés ont fait des saltos périlleux, des grosses prouesses, il fait des spots spectaculaires, et c'est pas ce qu'il devrait faire, Pac. Pac, il devrait laisser ces gens-là faire des trucs, et les choper en plein vol, et boum, power bomb, et boum, power slam. C'est ça qu'il devrait faire, Pac. Et boum, gros close line. Et oui, pourquoi pas super kick, pourquoi pas drop kick, pourquoi pas gagner 2-3 petits trucs. Parce que oui, il a beaucoup d'agilité, donc il faut en profiter. Mais mollo, à petite échelle. Pour moi, c'est l'unique raison qui fait que Pac n'est pas over. C'est tout. Après, qu'on soit honnête, hein, à l'AEW, il aurait beau être bâti comme un monstre, c'est pas ce qui l'aurait rendu over, c'est pas ça que Tony Khan, c'est pas ce qui plaît à Tony Khan. On le verra qu'avec Powerhouse Hobbs, évidemment, qui a aussi un physique monstrueux et qui n'est pas over parce qu'il n'est pas booké pour être over. Voilà, je dis pas que ça réussirait à Pac à l'AEW, je dis juste que, au moins, je dirais que Pac fait les choses correctement. Et c'est le booking qui le suit pas. Mais là, c'est le catcheur qui ne fait pas les choses correctement. Ah bah tiens, Powers Hobbs. Oh là, la transition qui n'était pas voulue. Hobbs, j'aime tellement Hobbs. Hobbs a tellement de potentiel. Si t'es dans mon roster, j'en ferai tellement quelqu'un. Je me sortirai les doigts pour en faire quelqu'un. Parce que quand je le vois, moi qui suis fan de Rocky, qui suis fan de tous ces films-là, quand je le vois, je vois un monstre heel qu'on peut voir dans Rocky 3 ou dans Creed 3. C'est heel monstrueux, comme Mr. T l'était, qui a décimé Rocky en 3 rounds, bam, à l'acharné de coups plus massifs que les autres. Powers Hobbs, c'est comme ça qu'il faudrait le builder. Un monstre. Quand tu vois sa gueule, quand tu vois sa masse musculaire, tu peux en faire quelqu'un qui fait extrêmement peur. Mais non, il perd. Il perd, ou alors il gagne dans des matchs extrêmement compétitifs contre des gars comme Nick Wayne. Contre Orange Cassidy. Il en chie. Donc sa crédibilité, à 0. Et Tony l'a booké beaucoup trop tôt dans des rivalités face à Samoa Joe et Wardlow. Et tout le monde n'était pas prêt encore. Personne n'avait encore buildé cette crédibilité. Et bien sûr que ça aurait pu être sympa, un match de gros monsieur qui se frappent, ça aurait pu être bien. Mais ils n'étaient pas prêts encore. Ils sont encore jeunes, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre, Powers Hobbs. Hobbs, il est qu'à son premier stade. Il a au minimum son potentiel. Ce mec, je suis sûr que s'il était entraîné par les bonnes personnes, s'il était au Performance Center, il serait beaucoup mieux. Il pourrait développer par contre son plein potentiel. Écouter les meilleurs. Qui lui diraient quoi faire. Comment progresser. Parce que physiquement, dans l'aura, ce mec a tout. Il a tout. Maintenant, faut juste le booker et qu'il s'entraîne. Parce qu'il y a tellement de choses en Hobbs. Il y a tellement de choses. Contrairement à lui c'est charisme moins 40. Hein. Lui, je vois pas l'intérêt de Preston Vance. Et pourtant, beau physique, assez grand. Voilà, quand tu le vois, il est un peu dangereux, mais je veux dire, ils ont déjà Big Bill. Ils ont déjà Big Bill qui a à peu près la gueule du mec, mais avec des yeux beaucoup plus menaçants, avec un personnage beaucoup plus atypique, avec une meilleure shape et qui catche mieux. Voilà, aucun intérêt en Preston Vance. Red Velvet, c'est un peu le même avis que j'aurais pour Zelina Vega, c'est-à-dire, oui, en petite face de mid-card pour élever un peu les heals, en femme très très fine, etc. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et Ricky Starks, j'aurais le même avis que Powers Hobbs, un mec qui a tout le potentiel du monde. Et je ne comprends pas pourquoi ce mec n'est pas plus présent à la télé. Mais si, je sais pourquoi, c'est un pote de Punk. Voilà, faut dire les choses bon, c'est un pote de Punk. À Collision, le show que Punk gérait, bookait
Il était extrêmement présent, avait une part extrêmement importante et était le premier rival de Punk. Et c'est une rivalité que j'aimais beaucoup, Starks contre Punk. J'aimais beaucoup cette rivalité. Depuis que c'est terminé, on le voit plus. On le voit plus. Tout le monde s'en fout de Ricky Starks, il est plus booké. Les vice-présidents, les Bucks, ils s'en foutent de Ricky Starks, ils sont pas intéressés. Il est pote avec les mauvaises personnes. Il est pote avec Cody aussi. Ricky, barre-toi à WWE et tu peux devenir quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de choses en Ricky Starks aussi. Il y a beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est tout mon problème avec la WWE. Je suis pas... Encore une fois, j'ai encore reçu des commentaires comme ça. Mais t'es un pro WWE, t'es un anti-AEW. Je m'en fous, j'ai pas de camp. J'ai pas de camp et je le dis à chaque fois. Je suis obligé de me justifier à chaque fois. Je suis pas un hater. Parce que si je critique avec autant de sel la AEW, c'est parce que je vois le potentiel, que je vois les catcheurs, que je vois les Hobbs, les Starks, les Miro, les MJF, les personnes dans lesquelles j'ai parlé dans cette putain de dans cette vidéo, les Mark Briscoe, je les vois ces gens qui sont pas utilisés. Et je vois les Nick Wayne qui ont plus de temps d'antenne que Ricky Starks à l'heure actuelle. Je vois tout ça. Je suis pas un haters. Je suis un passionné qui ne comprend pas pourquoi ce mec, ce Mark, Tony Khan, book son show, se tire une balle dans le pied à ce point alors qu'il a tout sous la main. On a vu Ricky Starks être over avec les fans. On l'a vu que sa petite rivalité avec MJF, quand il était face, être méga over comme le serait un LA Knight à WWE. On l'a vu, les fans étaient over. Qu'est-ce qui se fait? Hop, je te tourne de heel. D'abord, tu fais une rivalité avec l'aspirateur à hype Chris Jericho pour qu'il prenne toute cette hype. Et ensuite, hop, je te tourne de heel. Espèce de fou furieux, putain. Et encore une fois, c'est pas grave parce qu'il est très bon en heel, Ricky aussi. Il est très bon en heel. Et face à Punk, putain, il était solide, bordel. Alors, il faisait beaucoup penser au Rock, évidemment. Mais c'est pas grave. C'est un jeune Rock. Et petit à petit, il va se démarquer. Chad Gable, les gens trouvent qu'il ressemble beaucoup à Kurt Angle. Mais petit à petit, il va se démarquer pour être Chad Gable. Et ce qu'aurait fait aussi Ricky Starks, évidemment. Le Rock était un de ses héros quand il était petit. Il a grandi avec le Rock, bien sûr qu'il s'inspire. Évidemment. C'est pas grave, c'est pas un mal. Et Ricky, hormis, il a une prise que j'aime pas, c'est juste la prise où il tord le bras à son adversaire et qui fait un peu les qui brille sur les cordes. C'est le seul truc que j'aime pas dans son arsenal. Tout le reste, pour moi, Ricky, c'est du grand oui. La personnalité, l'aura, le in-ring, la promo. Lui, c'est un de mes top noms dans mon roster, Ricky Starks. C'est un des top noms. Il aurait déjà eu un run de champion du monde, ce mec. Dans mon roster, bien sûr. Bien sûr, il aurait été un main eventer. Peut-être qu'à l'heure actuelle, il aurait un run de champion de mid-card. Bien sûr. Évidemment. Actuellement, il est juste oublié. Riho! It's time for Riho! Je deviens fou. Riho et ses 45 kilos! Qui met la pâtée à Nyla Rose, qui en fait chier Tony Storm. Vous imaginez Rio face à Rhea Ripley et Rio faire poser problème à Rhea Ripley? Vous imaginez? Oh mon Dieu! Mon Dieu! Rio dans mon roster, même pas elle arrive dans mon bureau, je fais hop, à la porte. T'es qui? T'es ma nouvelle secrétaire? Non, non, je suis catcheuse. Quoi? Elle est très bonne. Allez, viens, j'ai le document à te faire signer. C'est pas possible. Encore une fois, je peux paraître méchant là, mais c'est un milieu compétitif, le monde du catch. Et oui, pas tout le monde ne peut être catcheur diffusé à la télé. Et désolé, ça peut vous paraître méchant, mais Rio, quand tu la vois à l'écran, pour n'importe quel fan casu qui tombe sur le produit, va se dire, c'est qui cette petite meuf là qui pèse rien? Pourquoi elle est aussi forte? Pourquoi en face elle en chie? Quand tu la vois, le fan casu va dire que cette meuf décrédibilise l'adversaire. Parce que c'est un fait. Elle ne devrait jamais, jamais, jamais poser un problème à ses adversaires. Elle pourrait très bien avoir une carte de catcheuse et être diffusée, ok, mais c'est une jobbeuse.
Elle sert à faire le premier match d'une nouvelle signature. Hop, Mercedes Moné est arrivée, bah elle arrive dans le roster, elle va affronter Rio, terminant 1 minute, on n'en parle plus. Et c'est pas grave. Il y a beaucoup de jobbers dans le monde du catch. Petit catch dans l'indie, et de temps en temps ils sont appelés à WWE. Pour faire un petit match de jobber. Pour mettre en avant Omos ou Bronson Reed. C'est pas grave. C'est pas pour tout le monde d'être diffusé à la télé, d'être Randy Orton. C'est pas pour tout le monde. C'est tout. Faut pas le prendre mal. Roderick Strong, très très bon talent. Dans mon roster aussi, je le garde 100%, c'est un très bon catcheur, Roderick Strong. Il a une bonne promo, il catch extrêmement bien. Alors c'est pas le plus charismatique, c'est pas celui qui a la plus grosse aura, donc évidemment qu'il serait pas dans le main event, mais en termes de talent fort pour mettre en avant des petites rivalités, etc., bah franchement c'est un très bon élément. Malheureusement, encore une fois, le gimmick, Tony adore diffuser ses meilleurs éléments, il adore le faire, et quand tu mets Roderick Strong avec une collerette pendant je ne sais pas combien de temps, et avoir ce gimmick de hurler le prénom de la personne à qui il s'adresse, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où vient ce délire, je sais pas si c'est son idée, c'est une idée stupide, ça décrivise juste un mec qui a beaucoup de talent, et j'ai que du bien à dire de ce mec, hormis bah, ses idées où il fait et là, ces derniers temps, je trouve que t'as beaucoup changé, Adam. T'as beaucoup changé, mec. Et je comprends pas ce délire, j'en ai aucune idée, mais hormis ça, superbe Roderick Strong, superbe. Ruby Soho, c'est un des meilleurs éléments du roster féminin, même si elle a été enterrée à cause de The Outcast, là, cette faction à la con, putain, elle était nulle à chier cette faction, mais Ruby en heal, elle peut faire des choses, elle a une bonne promo, Ruby. Ruby a une très bonne promo, je trouve même que c'est son meilleur atout, et qu'on n'entend pas assez en promo, parce que c'est une des meilleures promos du roster féminin, Ruby Soho. En catch, c'est pas incroyable, on va pas se mentir, mais c'est toujours dans la meilleure moitié du roster féminin. Oui, tu la gardes, évidemment tu la gardes, tu peux faire quelque chose avec elle, des petites rivalités, par-ci par-là, évidemment, je ne la verrai pas championne du roster, évidemment, mais c'est un bon élément qu'il faut utiliser au meilleur possible. Rouge, le taureau espagnol qui ne sait pas parler anglais, qui ne devrait pas être utilisé en promo. Il a fait une promo récemment face à MJF. Le mec s'est fait ridiculiser, évidemment. Après, c'était le but du segment, quand même. C'était le but. MJF s'est ouvertement foutu de sa gueule là-dessus. Pas de problème. Rouge, c'est bah, du coup, un peu comme Andrade, la barre de la langue fait qu'il ne peut pas être propulsé dans le main event parce que bah, c'est pas possible. Pour vendre des matchs, il faut que tu puisses parler. C'est comme ça. Mais c'est une menace. Il a quand même une gueule. Il fait quand même un petit peu peur. Bon physique, etc., bon catch. J'ai un petit problème avec lui, c'est qu'il a tendance à trop no-sell. Ce mec se prend clairement pas pour de la merde. Il ne se prend pas pour de la merde, il a beau être dans la mid-card, il a beau n'avoir fait aucun match marquant, aucune rivalité marquante, avoir un plus gros record de défaites que de victoires face à des gens importants. Le mec se prend pas pour de la merde. Et il va avoir tendance à no-sell contre n'importe qui. Encore une fois, ça montre que le mec a un gros ego. Mais t'es Tony Khan, tu vas voir, tu lui fais, t'es gentil mon garçon, mais c'est pas toi que je vais mettre over, c'est lui que je vais mettre over, c'est ton adversaire qui va gagner. Donc t'es gentil, t'as le droit de no-sell les premières offenses, parce que t'es plus grand, t'es plus impressionnant, t'as le droit de no-sell le début, mais après tu te calmes. Au bout d'une minute, tu selles ce que le mec te fait, tu le vends, et tu fais des comebacks, et tu travailles de la hit. Mais s'il fait, lui, des comebacks, c'est lui le face, tu vas sell, enculé. Tu vas sell. Sinon, putain, ton temps de télé, je vais le diviser par 2. Et si tu continues, je vais me le supprimer. Tout ce que t'as à lui dire, hein. C'est tout ce que t'as à lui dire, il va se calmer, hein. Il va commencer à sell. Parce que il catch comme un mec qui serait beaucoup plus haut dans la carte. Et il ne l'est pas. Encore une fois, je pense qu'il y a du talent à exploiter, je pense qu'il y a un potentiel à exploiter, mais faut le calmer. Faut lui dire les 4 vérités en face. Sammy Guevara. Il y avait beaucoup de potentiel en Sammy. Il y avait beaucoup de potentiel, il y avait beaucoup de hits qui se faisaient. Mais le mec, apparemment, il est un peu casse-couille en coulisses. Le mec a beaucoup plus de déboires en coulisses que n'importe quel catcheur de l'histoire de la WWE. C'est un petit con. C'est un petit con et malheureusement il est resté beaucoup trop longtemps aux côtés de Chris Jericho. Sa carrière se résume comme le larbin de Chris Jericho.
Et Chris, qui est l'aspirateur à hype, a aspiré toute la hype de Sammy Guevara et même toute la hit du coup de Sammy Guevara. J'en ai plus rien à foutre de ce mec. J'en ai plus rien à foutre, à vrai dire. Ça reste toujours... Ce n'est pas le pire élément des 4 piliers. Hein. Le pire élément, c'est Jacques Perry, on en a déjà parlé. Mais c'est 3ème pire. Et clairement, il a des années-lumière de Darby Allin en termes de hype. Et Darby Allin est lui aussi à des années-lumière de la hype de MJF. Sammy Guevara, pour moi, il est vraiment au fond de la carte. Je vois plus trop intérêt en lui, malheureusement. Samoa Joe, mais je dis beaucoup de bien. En fait, la première partie, je pense qu'elle concentrait beaucoup de catcheurs que j'aimais pas. Beaucoup de catcheurs que je trouvais néfastes pour le business. Maintenant, cette seconde partie, on voit les noms qui, je trouve, pourraient rendre la EW, mais vraiment cool, putain. Samoa Joe, quel putain de talent. Ton Monster Heel, il est là. Et il a été valorisé de la sorte. Il a été champion du monde. Il a battu MJF. Il a eu un run intéressant. Malheureusement trop court parce que la compagnie a mis en avant Swerve. Et à juste titre, Swerve avait beaucoup de hype. Et face à Samoa Joe, c'était quand même vachement chouette. C'était un bon champion. Il a un bon petit run, Samoa Joe. C'est un excellent heel. Il connaît le business. C'est un vétéran. Il catch extrêmement bien. Il catch comme son physique. Il catch de la même manière que ce que son physique raconte. Voilà, c'est ça que je veux dire. La promo de ce mec est extrêmement bonne. C'est une des meilleures promos du roster. Et il vaille toutes les cases, Samoa Joe. Il vaille toutes les cases. C'est un des meilleurs éléments du roster. Et on devrait le voir encore plus souvent, ce mec. C'est pas parce que là, il est plus champion qu'il faut plus le voir. Faut continuer à avoir des rivalités simples. Et loin de Chris Jericho, par pitié. Loin de Chris Jericho. Saraya, la retraite lui a fait mal. Hein. La retraite lui a fait très très mal. Parce que quand elle était Page, c'était un superbe talent. Elle catchait très très bien. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais quand elle est revenue, toute la magie a disparu. Toute la magie a disparu. J'ai vu une catcheuse qui brisait trop facilement le 4ème mur, qui mettait en avant beaucoup trop les rouages du catch. En Media Scrum, elle parlait beaucoup trop souvent de « Oh, j'ai adoré travailler avec Britt Baker, j'ai adoré, je trouve que c'est une femme formidable, etc. etc. » Enfin, elle a un peu enterré Britt Baker qui était un run de heel. Elle l'a un peu enterré, elle a un peu mis à plat tout ce qu'elle faisait, ce qui était quand même dommage. Elle pense pas assez kayfabe, elle pense pas assez produit, business, je trouve. Elle pense un peu trop à ce qu'elle fait, et je sais pas, mais il n'y a plus de magie en Saraya, et The Outcast l'a complètement flingué. The Outcast, c'était la pire faction de l'histoire ces derniers temps. C'était un aspirateur à audimat. À chaque fois qu'ils apparaissaient, mes audimat chutaient parce que c'était nul à chier. C'était tellement mauvais. C'était mauvais comme pas possible. Donc honnêtement, mon avis sur Saraya était plutôt négatif parce que je l'ai pas vu faire vraiment une bonne chose à la EW. Je l'ai pas vu faire une bonne chose à la EW. Je me rappellerai toujours de Page, mais Saraya disparaîtra sans ma mémoire. Il y a de grandes chances. Satnam Singh, et ben voilà, l'attraction de la EW. Il manque d'attraction de la EW. Et là, ils en ont une, Satnam Singh. Et on l'a vu à l'œuvre récemment. J'ai vu, enfin, un match d'attraction à la EW. J'ai vu Danielson contre Satnam Singh, et franchement, c'était marrant. C'était marrant. J'étais content de voir ce match. J'étais, tiens, ça change. Et il faut l'utiliser, ce grand géant. Alors maintenant, il faut gagner des victoires, un peu comme Homos. Il faut un peu builder ce géant, il faut le faire battre des petits catcheurs qui servent à rien. Donnez-lui à manger Chuck Taylor. Faites Chuck Taylor contre Satnam Singh. Il le chope, Shock Slam, Powerbomb, ce que vous voulez. En 30 secondes, c'est plié, on n'en parle plus. Donnez-lui des victoires courtes pour le mettre en avant, pour se faire affronter des faces assez forts. Et que là, on a un match attraction, un peu explosif. Le petit qui doit battre le géant, qui va gagner? C'est marrant. Je dis pas que notre main eventer avoir un titre de champion, juste que il peut être utilisé comme une attraction. Et je pense qu'il pourrait bien le faire. Scorpio Sky, bon talent, mais manque peut-être un peu de charisme. En heal, il aurait du potentiel. En heal, il avait un peu de potentiel et je pense qu'il n'a pas été assez utilisé. Je pense que je lui aurais donné une chance. Dans mon roster, je pense que je lui aurais donné une chance, un petit push. On va voir ce que tu peux donner. Et s'il m'aurait donné de bons résultats, qu'il aurait gagné suffisamment de hits, il y a peut-être un projet avec Scorpio Sky. Il y a peut-être un projet. Serena Deeb, une des meilleurs talents du roster féminin. Je n'ai rien à foutre de ce que vous pensez, ça parce qu'elle a fait une promo catastrophique ces derniers temps, que c'est pas un des meilleurs talents du roster féminin. Oui, la promo de Serena n'est pas son point fort, c'est son gros point faible. Ok, qu'elle ne parle pas. Parce que dans le ring, c'est une des meilleures du roster. C'est une des meilleures du roster dans le ring féminin.
Donc faites-la catcher, faites-la gagner plus souvent, utilisez-la plus souvent pour élever votre roster féminin. Parce que Serena, très bon talent. Très très bon talent. Shibata, c'est pas le mec à qui on a retiré le cerveau. J'ai vu ça sur les trucs de Dave Meltzer et tout. Il y avait une histoire comme quoi, je sais pas si c'est en Québec ou quoi, comme quoi on lui aurait retiré le cerveau. Si vous connaissez cette histoire en détail, faites-moi part parce que je suis intéressé. Aucun intérêt. Voilà, passons. Sky Blue, la meuf Sky Blue qui a été plus mis over grâce à son cul que grâce à ses performances. Non, j'exagère, je suis un peu méchant. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'internet par rapport à son cul, elle le mettait elle aussi beaucoup en avant. Mais Sky Blue a tourné heel et a montré des envies de montrer un peu de personnalité. Franchement, bon talent. Et je trouve qu'elle a un peu d'aura, qu'elle a un peu de personnalité, qu'elle a envie, qu'on sent une envie derrière cette catcheuse. Alors en promo, c'est pas ça, hein, elle était passée chez le mec qui fait l'émission AEW, qui est excellentissime, et l'interview qu'il a fait avec Sky Blue était exceptionnelle parce que le mec a une très bonne promo, et il enchaîne de questions non-stop, et elle ne sait pas quoi répondre. Sky Blue, elle est embarrassée, elle est pas bonne dans l'exercice, et c'est tellement drôle à regarder. Essayez de retrouver ça, tapez AEW, genre hey, avec H-E-Y, avec Sky Blue, vous regardez ça, c'est extrêmement drôle. Swerve, bon, j'avais déjà un petit peu parlé de Swerve, à travers les différents personnages qu'on a pu parler depuis le début dans cette vidéo, dans cette partie 2. Sur Strickland, c'est beaucoup de talent, c'est beaucoup de charisme, c'est beaucoup d'aura, c'est de la personnalité. C'est tout ce que je dis que devrait avoir un catcheur qui veut devenir une star. Swerve là, Swerve est champion du monde, c'est mérité parce qu'il avait une hype de starbé. Prince Nana, la danse, etc., la musique, Whose House, Swerve's House, beaucoup de choses qui font que Swerve mérite d'être champion. Et pour moi, c'était le bon move. Le problème, c'est ce qui se passe après. Parce que dans la tête de Tony Khan, ce gros putain de marque, un catcheur face doit être un champion combatif. Un champion face, pardon, doit être un champion combatif. A fighting champion. Ok, si tu veux. Un peu comme Seth Rollins. Oui. La différence, c'est que Seth Rollins, il met son titre en jeu face à des catcheurs qui ont quand même beaucoup de potentiel. Qui ont quand même un CV, un background. Il a mis son titre contre Jinder Mahal, le plus gros jobber. Jinder Mahal a été champion de la fédération. Que vous le voulez ou non. Jinder Mahal méritait, il pouvait raconter une bonne histoire avec Seth Rollins. Sur Strickland, enchaîne les matchs toutes les semaines, à Collision, si je le vois catcher à Collision, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, pauvre garçon? Reste à Dynamite, t'es le champion principal, il catche toutes les semaines, et il galère contre Nick Wayne. Le problème n'est pas être un fighting champion. C'est d'une part être un fighting champion à temps partiel. Ça veut pas dire catcher toutes les semaines, mettre ton titre en jeu toutes les semaines, parce que ça fait aucun sens. C'est stupide en tant que champion. Il n'y a rien de valorisant à mettre ton titre toutes les semaines face à des jobbers. Il n'y a aucun intérêt. Il vaut mieux faire un match une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines si tu en as vraiment envie, contre des gens assez populaires et assez intéressants dans le roster, et à chaque fois hyper ce match. Un petit segment pour hyper le match. Un vrai segment, pas une merde en coulisses en mode hey, Swerve, je vais te défier la semaine prochaine, donc j'espère que t'es prêt. Eh ben je relève le défi. Non, ça c'est de la merde. Je parle d'un vrai segment. Et je serais bien dans ce segment aussi, tu te fasses pas humilier et agresser et oui, juste humilier par tes adversaires. Ce serait bien que toi, le champion de la compagnie, tu aies du prestige et que ce soit toi qui sois dominant un petit peu. Encore une fois, est-ce que Seth Rollins, Roman Reigns, Cody Rhodes, Gunther, avant leur match, à chaque fois qu'ils ont un match de championnat en pay-per-view, est-ce que à chaque fois, toutes les semaines, ils se font humilier, agresser par leurs adversaires? Non. Non, c'est pas systématique. Parce que ce sont des champions et qu'il faut protéger leur aura. Sir Strickland est le champion de la compagnie et n'a aucunement l'aura d'un champion parce qu'il n'est pas booké comme tel.
Il avait plus de hype, plus de dominance, plus de prestige quand il chassait ce titre. Il était plus protégé. C'est lui qui était dominant à l'époque. C'est lui qui était dominant, qui était une bête de charisme, qui n'était jamais humilié, qui humiliait les autres. Depuis qu'il a le titre, humiliation sur humiliation. Et je galère face à des jobbers. C'est ça son histoire pour l'instant. C'est que ça son histoire pour l'instant. Tony ne sait pas booker des champions face. Il ne sait pas faire. Taya Valkyrie, bon physique, beaucoup de potentiel. Enfin, bon physique, son physique raconte quelque chose. Mais là, elle est coincée avec John Morrison à se trouver des pailles à la télé. Elle a aucun intérêt. Ouais, aucun intérêt. Alors que je pense qu'elle pourrait en avoir. Mais... ouais, bof. Thunder Rosa, on la voit pas assez, Thunder Rosa. Oui, mais Britt Baker a dit que Thunder Rosa avait un style extrêmement dangereux. Ah bon? Enfin, je veux dire, c'est pas Nia Jax, ça fait pas 400 kilos. J'ai pas l'impression qu'elle a un style plutôt dangereux. J'ai plutôt l'impression que Britt Baker a un style très sloppy. Très maladroit, très lent. Thunder Rosa, je trouve que c'est un très bon élément. Elle a l'attitude, Thunder Rosa. Elle a un bon faciès, elle a un bon selling, et ses offenses sont assez agressives. J'aime bien Thunder Rosa. Dans un match, elle raconte quelque chose dans un match. Et on la voit pas assez. Thunder Rosa. Bon élément, très bon élément. Vous voyez que je dis quand même beaucoup de choses de positif sur le roster, putain. Merde, fallait juste attendre la partie 2, bande de haters. Bande de haters de Kozak, putain. Toni Storm. Le personnage est too much. La catcheuse est très très bonne. Toni Storm a énormément de talent. En promo, dans le ring, encore une fois, le fameux full package. Et elle mérite d'être championne. Oui, 100% oui. Toni Storm, c'est très très bien. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est revenue avec ce gimmick à la Marilyn Monroe en mode je suis Marilyn Monroe, je suis une sorte de réincarnation, je suis une star de cinéma hollywoodienne, je me comporte comme telle et je fais des grands discours très lyriques. Oui, c'est cool. Le problème, il y en a plusieurs. Il y a Bryan Alvarez qui a révélé un problème. Oui, Bryan Alvarez a mis en avant un problème et je suis 100% d'accord avec lui. Oui, on est 100% d'accord avec Bryan Alvarez. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'on va parler de ça justement. Ce problème dont il en parle face à Dave Meltzer dans leur podcast Meltzer Says What. Ils en parlent ensemble. Et en ce moment, Alvarez et Meltzer ont tendance à s'engueuler sur le sujet de Toni Storm. Et c'est tellement drôle. Même Alvarez s'engueule avec Meltzer parce que Meltzer est têtu comme pas possible et ne peut pas reconnaître que la WWE fait quelque chose de mal. Il n'arrive pas à reconnaître, alors que Alvarez balance fait, surfait et dénonce, alors qu'il adore la WWE et qu'il défendra toujours Tony Bryan Alvarez. Mais quand un truc ne va vraiment pas bien, il le dénonce et il le met en avant. Et là, il met en avant le fait que pourquoi Toni Storm, deux soucis. Pourquoi Toni Storm, en tant que championne de la fédération, qui hype son match face à Serena Deeb pour le pay-per-view, affronte une jobbeuse qui n'a jamais fait quelque chose d'intéressant dans le business et galère à la vaincre. Exactement le même problème que sur Strickland. Exactement le même problème. Et mais en avant ça, Toni Storm doit être bookée forte parce que dans une semaine, elle affronte Serena Deeb pour le championnat du monde, pour le défendre, et elle galère face à une jobbeuse. Qu'est-ce que ça raconte à part dire que Toni Storm n'est pas très forte en tant que championne? Et Alvarez met en avant ça. Mais met en avant autre chose qui est hyper intéressant. Pourquoi Toni Storm, qui est la femme qui a le plus de hype du roster, les fans de la WWE l'adorent, elle est over comme pas possible, c'est la femme la plus over du roster, elle peut être en face de n'importe qui, elle sera plus over Toni Storm, parce que le gimmick l'emporte, et les gens et les fans de la WWE adorent le gimmick de Toni Storm. Pourquoi Toni Storm continue d'être une heel, et du coup, d'être placée face à des faces qui se retrouvent dans une situation très embarrassante, parce que eux doivent se comporter comme des faces, et on a vu cette promo de Serena Deeb en mode... qu'est-ce qu'elle disait déjà? Je sais plus ce qu'elle disait, mais elle disait des proches à moi sont morts récemment, un truc dans le genre, je sais plus exactement ce qu'elle disait, et les gens la huaient. Les gens disaient on s'en bat les couilles. Bah oui, parce que Toni Storm est plus over. Donc Alvarez a raison que Toni, à l'heure actuelle, ne devrait pas forcément
devenir face. Et j'espère pas pour elle, parce que Tony ne sait pas booker des championnes face. Elle va devenir une championne combative et j'ai pas envie de voir ça. Non, qu'elle garde son personnage, mais qu'elle affronte des heals. Qu'elle affronte des heals. Que sa hype soit utilisée dans le bon sens. Et que les adversaires prennent de la hit. Beaucoup plus de hit grâce à Toni Storm. Le problème est juste là. Et Dave Meltzer, il est en mode, mais non, mais tu comprends pas, mais Tony a raison, enfin, faut juste écoutez-le parce que Bryan Alvarez pète un câble, il se met à hurler de temps en temps, c'est si drôle. Franchement, allez, écoute ça, c'est exceptionnel. Bref, je vais pas dire grand chose de plus en soi parce que Toni Storm, c'est un peu mon avis là-dessus aussi. Et il y a autre chose quand même, c'est que malheureusement, encore une fois, Tony, ce gros marque qui book comme un gros marque, ne prend pas connaissance du fait que Toni Storm a ce personnage lunaire, cosmique, a ce personnage qui se prend pour une star de cinéma, qui fait tout ça, etc., etc. Ok, c'est beau. Dans sa tête, elle est persuadée de ça. C'est cool, ça peut marcher. Le problème avec son entourage et que tout le staff de l'AEW rentre dans son jeu. Et c'est stupide. Renee Young rentre dans son jeu. Les gens en coulisses, les gens qui gèrent la technique, à chaque fois mettent un fondu noir et blanc. Ils font un split screen. De son côté c'est noir et blanc, du côté de l'adversaire c'est en couleur. Ils font ça pour Toni Storm. Ils rentrent dans son délire. Comme si son délire était normal. Alors que non. Non, les gens, le staff, devraient être en mode what the fuck. Avoir l'air pantois. Comme les fameux intervieweurs de WWE. À chaque fois qu'un catcheur a fait une dinguerie en promo, bah l'intervieweur dans les coulisses, c'est en mode, il a une tête pantoise, vous connaissez Stury, vous savez ce qu'il dit. Voilà, la fameuse tête pantoise. Et bah Renee Young devrait avoir l'air pantoise quand Toni Storm sort les dingueries comme ça en coulisses. Et voilà, problème résolu. Et le gimmick est toujours aussi génial. Et on sent qu'on ne te prend pas pour un con en tant que spectateur. Parce que là, c'est le cas. Encore une fois, vous remarquez que c'est souvent ça que je dénonce. C'est que je dis pas du mal du catcheur. C'est très rarement le cas. Il y en a bien sûr, je dis beaucoup de mal. Mais je dis rarement du mal des catcheurs. Je dis du mal de comment ils sont utilisés. Et c'est pour ça que je critique autant la AEW. S'ils avaient un roster de merde avec que des catcheurs de merde, bah je regarderais même pas, il n'y aurait aucun intérêt. Le problème, c'est qu'il y a une promesse. Il y a une promesse, il y a un potentiel exceptionnel dans ce produit. Qui est tellement mal géré. Oh la transition. Potentiel exceptionnel tellement mal géré. Wardlow. T'as envoyé ce PNG à l'époque où il avait encore la queue de cheval. Quel charisme il avait. Putain de merde. Mais vraiment c'est ce monstre de charisme quoi. Wardlow. Putain ça marchait bien. Ça marchait tellement bien. Et puis déception sur déception. Le mec se fait humilier à la télé. Samoa Joe littéralement l'humilie. Lui coupe sa queue de cheval. Lui coupe ce qui fait de lui qui il est. Il coupe sa dignité. Et depuis ce jour-là, Wardlow n'a plus jamais brillé. Encore une fois, il faut protéger l'image des catcheurs. On va pas couper une queue de cheval parce que c'est cool, parce qu'il y aura un peu de hit. Faut penser aux conséquences. Il y a eu un avant et un après coupage de queue de cheval pour Wardlow. Évidemment, il n'y a pas que ça, parce que le booking derrière était pas bon. La hype était moins si bonne. Wardlow s'est de nouveau retrouvé dans des groupes, alors que son arc de personnage était littéralement d'être le larbin qui était exploité, qui était humilié par son chef dans son groupe, et qui s'est ensuite rebellé contre son maître pour donner la victoire à son gros rival. Et ensuite, il s'est émancipé de ça, et il a fait ses carrières solo, et il a ensuite battu, il a squashé son ancien maître dans le ring en pay-per-view. C'était ça l'arc narratif de Wardlow. Et c'était sublime. Et après, il est de nouveau de retour dans des groupes. Et il fait le larbin. Et on lui parle comme de la merde. Hop, back to square one, retour à la case départ. Tout ce qui t'est arrivé n'est jamais arrivé. Putain, ça doit être frustrant, bordel. Wardlow, je sais pas quel était le stade de son contrat. Mais lui, c'est un des gars qui, très tôt, qu'on lui a coupé sa queue de cheval, qu'on a commencé à l'humilier et à avoir des inconsistances en termes de booking, qui aurait dû se dire « Ok, je me barre ailleurs ». Parce que c'est sûr et certain que la WWE aurait eu envie de ce mec. Et l'aurait mieux booké. C'est sûr et certain. Il coche toutes les cases. Charismatique, bonne aura, beau gosse, bon physique, over avec la foule. Ouais,
Wardlow était bien, putain. Il était superbe, Wardlow. Contrairement à lui qui, comme Nick Wayne, comme Orange Cassidy, comme Chuck Taylor, je ne sais pas ce qu'il faut à la télé nationale. En fait, c'est un peu comme Dale Garcia. Wheeler Yuta, c'est un peu comme Dale Garcia. Il devrait être à la Ring of Honor. Et progresser à Ring of Honor. J'ai rien de mal à dire contre lui. Il catche bien. Il catche bien. C'est genre juste que regardez-le, quoi. Regardez-le. Est-ce qu'il vous dégage quelque chose? Est-ce qu'il vous dégage l'aura d'une star? L'espoir d'une star? J'en vois pas chez lui. Encore une fois, c'est la sélection naturelle, c'est comme ça, c'est pas grave. Tout le monde ne peut pas être AJ Styles, Orton, Punk, Lesnar, Rollins, Reigns, Ospreay, Omega. Pas tout le monde ne peut être comme eux. C'est pas grave. Mais qu'on ne te mette pas, qu'on ne te diffuse pas à la télé nationale, surtout dans un groupe, le BCC, on te voyait toutes les semaines. Toutes les putains de semaines où t'étais la petite pute de Danielson, de Moxley et de Castagnoli. C'est une blague, Wheeler Yuta, c'est une blague. Et ils ont beau le mettre over, ils ont beau lui donner des grosses victoires, on s'en fout, ce qu'on voit, c'est une blague. Il a rien à foutre à Dynamite, ce mec. Il a rien à foutre à Dynamite. Malheureusement pour lui. Et ce bon vieux Will Ospreay, je vais boire un petit coup. Will Ospreay. Alors, Will. Mon avis est un petit peu... C'est un peu comme Seth Rollins avec Will Ospreay. J'ai un avis qui est un petit peu divisé. Parce que c'est indéniable que ce mec a du talent. Et c'est indéniable que quand je vois ce mec, quand je vois l'entrée en pay-per-view, quand je vois les matchs qu'il propose, c'est indéniable que je vois en lui l'espoir de la tête d'affiche, d'être la tête d'affiche de la l'AEW, d'être le top face de la l'AEW. C'est indéniable, c'est ce que je vois en lui. Évidemment. Il a l'aura d'un main eventer. Il a l'aura d'une star. Oui. Bien sûr que oui. Il catch extrêmement bien, c'est un très bon talent, et il sait vendre. Encore une fois, il a plusieurs styles de catch, et il peut faire très bien un style acrobatique, spectaculaire, où on ocelle à fond, il sait le faire. Mais il sait aussi faire des matchs compétitifs, où on prend le temps, où on met le temps de sceller les offenses, où on raconte une histoire, il sait faire ça aussi. C'est un très bon catcheur, Ospreay. C'est un très bon catcheur. Et il n'a pas que ça. Il a aussi le charisme, il a l'aura, il a l'entrée. La musique, on repassera, il faut une meilleure musique. Mais il a quand même beaucoup de choses. Et ce qu'il a en plus, ce con, c'est une personnalité. C'est ce qu'on recherche, une personnalité. Assez particulière, et une façon de s'exprimer, de faire des promos qui est assez particulière. Et c'est pas la meilleure promo du business, mais il a la personnalité pour rendre ses promos over. Ospreay, il y a de l'espoir. Et j'avais eu ce discours quand je l'ai vu en match de pay-per-view. Je voyais l'espoir en lui. Être le porte-étendard, le véritable porte-étendard de la nouvelle AEW, celle qui va peut-être se redresser. Mais malheureusement, encore une fois, c'est pas dramatique encore, c'est pas une finalité, mais ils ont déjà fait beaucoup de maladresse avec Will Ospreay. Et j'ai plus les détails exacts malheureusement, mais je vous rappelle qu'en match de pay-per-view, le mec qui devait représenter, oui je me rappelle, il devait représenter ce nouveau gros face, ce top baby face, ce nouveau Cody Rhodes. Il devait représenter ça pour la compagnie parce qu'il en avait besoin de top baby face. Et pendant son match face à Takeshita, c'est bon je me rappelle, face à Takeshita, le mec a des fois des attitudes de heal, des petits réflexes de heal en mode je vais pétiner mon adversaire alors qu'apparemment il est blessé. Je vais faire des prises extrêmement dangereuses, je vais me mettre vraiment en danger contre Danielson, je vais me faire des spots trop dangereux encore une fois. Faut baisser tout ça parce que ta vie, ta santé est extrêmement importante, Will. Tu n'es pas obligé de faire tout ça pour être over. Tu l'es déjà. Tu es over. Alors concentre-toi sur ton personnage et sur l'histoire que tu racontes dans le ring. Concentre-toi là-dessus. Et encore une fois, les gens vont croire que je lui demande de faire des matchs de WWE. Non, bien sûr, va plus loin. Évidemment, va plus loin. Propose des choses que tu ne pourrais pas faire à la WWE, mais il y a un dosage, il y a une juste limite à trouver. Ne mets pas ta vie en danger et celle des autres en danger. J'ai pas grand chose à dire sur Will Ospreay, j'attends de voir, mais
je n'ai plus d'espoir sur la WWE. Je pense que ce mec va être champion du monde. Mais non, mais qu'est-ce que... Oh, putain, mais oui, mais attends, j'ai où la tête. Encore une fois, je suis le produit d'un peu plus de loin, d'un peu plus loin, du coup, j'ai plus de quoi les détails. Mais voilà, oui, c'est bon. Ce mec devrait être main eventer, on est d'accord. Ce mec devrait affronter Swerve, ce mec devrait être le prochain champion. Un peu comme Cody, devrait être construit sur le main event. Qu'est-ce que ce mec fout avec un titre qui ne lui apporte aucun intérêt? Qu'est-ce que ce mec fout avec le titre All International? À quoi ça va lui servir? À mettre over ce titre, après tout, c'était le titre d'Orange Cassidy à l'époque. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce titre? Pourquoi Will va pas chasser le titre TNT? Un titre qui a depuis le début, qui a été porté par les plus grands. Un titre prestigieux. Qu'est-ce que Okada fout avec ce titre-là, le titre de Kingston? Ils ont 3 titres secondaires pour un seul roster. C'est pas comme Raw et SmackDown, où on a le titre intercontinental pour SmackDown et des États-Unis pour Raw. Je crois que j'ai inversé, mais c'est pas grave. On n'est pas dans ce cas de figure-là. On a un seul roster et ils ont 3 titres secondaires. Ils s'annulent tous entre les autres. Okada a un titre secondaire, comme Ospreay. Oui, tout comme lui. Comme... qui est champion? Je sais même pas qui est champion TNT, j'en ai aucune idée, j'en ai rien à foutre. Ils s'annulent tous entre eux. Il n'y en a aucun qui est plus mover que l'autre. Et Sir Strickland est considéré à le titre mondial, mais à un traitement de champion de titre secondaire. Ils s'annulent tous les 4. Il n'y en a aucun qui est plus over que l'autre. Aucun. C'est pas du putain de bon booking, c'est vraiment pas du bon booking. Willow Nightingale, c'est une bonne catcheuse féminine, elle a beaucoup de potentiel, elle a beaucoup de hype auprès de la foule. C'est une des catcheuses qui a peut-être autant de hype que Tony Stark auprès de la foule, car elle a beaucoup de répondants. J'aime bien Willow Nightingale, beaucoup de potentiel, beaucoup de potentiel, évidemment quand on regarde dans le roster. Ok, on est parti. Je suis à combien de temps de rush? 1h22. Putain, mais je me disais que je galérais, que ça prenait du temps et tout, que je commençais à fatiguer. J'ai parlé moins de catcheurs et putain, voilà, on y est. Putain, je vais encore parler du coup de la Trinité Infernale. On va pas faire une partie 3 pour 3 catcheurs, pour 2 catcheurs et un patron. On va terminer là-dessus. Matt et Nick Jackson. Les Young Bucks. Les putains de Young Bucks. J'en ai beaucoup parlé à travers mes différentes vidéos. Et aussi j'en ai beaucoup parlé à travers ces 2 parties de mon avis sur le roster AEW. J'ai déjà beaucoup parlé de ces 2 mecs. Je vais dire ceci. Ces mecs auraient dû être des ratés. Mais la vie leur a souri. Si vous êtes fan des Bucks, vous êtes fan de leur style, je ne vous en veux pas. À vous directement. Vous avez le droit d'avoir vos goûts. Vous avez le droit d'aimer un style différent. Un style qui m'horripile. Mais vous avez le droit. Mais c'est indéniable, c'est un fait que le timing de ces mecs, ce qui les a rendus over, c'est un immense coup de cul. À la base, il n'y avait que la WWE. Et ces mecs, qu'on soit bien d'accord, à l'époque ou même à la WWE moderne, n'auraient aucune chance, n'auraient eu aucune chance de rentrer dans cette fédération. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour la WWE. Ils font tout l'inverse de ce que fait la WWE. Vince et Triple H n'auraient jamais été intéressés par les Bucks. Ils auraient peut-être été intéressés au moment où les Bucks étaient le plus over dans leur carrière, je pense un petit peu avant la création de Dynamite et au début de la création de Dynamite, dans cette ère-là où ils étaient vraiment over, où c'était vraiment une équipe forte pour beaucoup de fans à travers le monde, peut-être que là ils auraient été intéressés. Mais maintenant c'est loin d'être le cas, c'est très loin d'être le cas. Parce que quand tu les vois de loin, quand tu vois la hype, quand tu vois les 5 stars qui s'enchaînent, quand tu vois l'élite, etc., tu peux t'intéresser à la chose. Tu peux dire, ok, quelque chose qui se passe, il y a beaucoup de hype, il y a une réponse des fans, etc. Mais quand tu creuses et tu t'intéresses à la qualité des catcheurs, qu'est-ce que tu vois? Tu vois 2 jeunes gens qui ont un style aux antithèses
de ce que proposait la WWE. Un style acrobatique, aérien, où les moves s'enchaînent, c'est succession de moves sur succession de moves, avec aucun selling, et surtout, un physique digne de ton père, de ton frère. Un physique de Monsieur Tout-le-Monde. On va pas se mentir. Ils ont pas de physique, les Young Bucks. Ils ont pas de physique. Ils ont pas de charisme non plus. Regardez-moi leur gueule. Regardez-moi leur gueule. Vous voyez du charisme? Et ils ont pas de promo non plus. On va en parler plus tard de la promo, mais ils ont pas de promo non plus. Tout ce qu'ils ont pour eux, c'est un style aux antithèses de ce que proposait la WWE. Et devinez quoi? Il y a un journaliste du nom de Dave Meltzer, le journaliste le plus connu à travers le monde, qui déteste la WWE. C'est indéniable, c'est un fait, ça se voit. Il déteste le produit. Et qu'est-ce qu'il voit? Des petits jeunes au Japon, qui s'appellent l'élite, qui tous ensemble font un gros doigt d'honneur à la WWE en mode bah vous nous prendrez jamais, on va vous montrer qu'on va faire un style qui va à l'opposé et on va être over. Et Dave, il avait là ses petits poulains. Les petits poulains qui allaient lui servir à lui qui déteste le produit, qui lui aussi a envie de voir un catch extrêmement différent. Il avait l'occasion de mettre over ces gens-là et de mettre over ce catch-là. Ce qu'il a fait, Dave, avec sa popularité et son impact, son autorité cognitive, a mis over auprès de nombreux fans de catch Kenny Omega, Matt Jackson et Nick Jackson. Et beaucoup de gens ont accroché à leur style. Tiens, c'est différent. Effectivement, c'est très différent. Et ça accroche la première fois. Je vais pas vous mentir, moi aussi la première fois que j'ai vu leur match, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et j'ai pas directement été outré. Je vais pas vous mentir, ce serait faux de dire ça. La première fois, comme beaucoup d'entre vous, j'ai peut-être été accroché par leur style. Mais après, en fouillant, je me rends compte que, en termes de construire des rivalités, les gars sont incapables de le faire, parce que leur promo est nulle, et en termes de variation de match, on repassera. C'est toujours la même merde. C'est toujours la même chose. Et pourtant, Dave, 4 stars, 4.5 stars, 5 stars, 6 stars. No debate. Ça s'enchaîne. Et beaucoup de fans à travers le monde se sont fait avoir. Sturi et compagnie et leurs fans se sont fait avoir. Alors peut-être qu'ils sont fans, qui sont nativement fans de eux, mais je pense qu'il y en a beaucoup dans l'eau qui se sont fait avoir par l'autorité collective de Dave Meltzer et qui ne sont jamais reposé la question de pourquoi ces mecs sont mieux notés, seraient meilleurs que d'autres catcheurs qui, eux, sont employés dans la plus grosse fédération du monde et qui rapportent de l'argent. C'est une question de timing. Ils ont tapé dans l'œil de ce mec, et un jour, les voilà faire ami-ami avec Cody Rhodes qui a un projet all-in, et taper dans l'œil de Tony Khan, qui lui a toujours aimé le catch de niche indie, la Ring of Honor, la New Japan, et qui déteste la WWE alors qu'il a appris à détester. Parce que au moment où il monte son produit, il se dit « Oh, je vais faire des crossovers avec tout le monde, je vais parler avec la WWE, et les gars, vous serez intéressés de faire un crossover avec nous ?» Et la WWE les a envoyés chier en mode « Bah non, t'es qui ? Bah non, on va pas faire ça. » Et il a été outré, Tony, il a fait « Mais comment ils ont osé ? Moi, avec tous mes catcheurs, comment la WWE a osé m'envoyer me faire foutre? Je les déteste, et on va leur faire un gros doigt, et on va leur montrer qu'on peut les battre, on va les battre, parce qu'on est meilleurs, parce qu'on va proposer de meilleurs matchs de catch. » Si la WWE était pas intéressée par toi, Tony, c'est parce que eux, c'est un business. Et un business ne va pas faire un crossover avec des personnes alors que ça ne va rien lui rapporter. Tu avais besoin de la WWE.
la WWE n'avait pas besoin de toi. Et vous savez quoi, on va aussi parler de Tony Khan, parce que je sais que c'est la dernière personne à parler, et je sens que je suis en train d'un peu de divaguer, de parler de Tony, des Bucks. On va un peu englober ces derniers catcheurs dont on va parler. On va un peu englober tout ça, et Tony Khan aussi, j'en ai beaucoup parlé à travers les différentes les différentes vidéos que j'ai fait, donc voilà, vous avez déjà beaucoup mon avis à son sujet. Mais bref, il tape dans l'œil de Tony Khan, les Young Bucks, Cody Rhodes, l'Elite, et Tony, ce gros abruti, décide d'être le patron de la compagnie, mais d'attribuer à ses pecnos le rôle de vice-président. Un rôle avec du pouvoir, un rôle de créatif, un rôle d'autorité. Ces mecs-là sont techniquement tes boss. Ces mecs-là qui ont toujours grandi avec un style et une mentalité de gamin rebelle, on va faire les choses différemment, on va jouer au catch comme dans un jeu vidéo, et encore une fois, il n'y a pas de mal avec ça. Enfin si, il y a quand même du mal pour les gros pros du business qui, eux, se sont tués à la tâche toute leur vie pour protéger le catch et protéger ce que ça représentait, protéger le qui est faible. Alors les Bucks, un gros fuck, hein. Alors eux, votre travail, hop là, allez vous faire foutre. Mais bon, moi je suis pas un professionnel du catch, je ne travaille pas dans ce milieu et cette chose-là ne m'affecte pas directement. Mais c'est indéniable qu'ils ont heurté le business à ce niveau-là. Qu'ils ont mis en avant les failles du business. Le fait que ce soit fake, ça a plu à beaucoup de gens, qui n'y avait pas peut-être le côté que le catch se prend trop au sérieux. Ça a peut-être plu à ces gens, mais ça a heurté le business, ça a affecté le business à ce niveau-là. C'est indéniable. Je me perds. Mais bref, ils ont tapé dans l'œil de Tony Khan, qui les a directement engagés comme vice-président. Un rôle avec du pouvoir, oui c'est ça. Et du coup, ce sont les boss, ces gens-là vont être les boss du roster. Et c'est un move stupide. Parce que si tu veux te battre contre les plus grands, la WWE, ce serait peut-être intéressant avant de te renseigner si ces mecs vont pouvoir être des draws avant de leur attribuer autant de pouvoir et autant d'impact d'un point de vue créatif. Ce serait intéressant de te renseigner sur leur hype et ce qu'ils dégagent. Parce qu'aux dernières nouvelles, mon cher Tony Khan, les Young Bucks, à chaque fois qu'ils apparaissent à la télé, font chuter les ratings. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai mentionné, ces gars-là n'ont pour eux que leur catch. Et leur catch ne plaît qu'à une fanbase de niche. Parce que moi, je les vois les matchs des Young Bucks et je les déteste. Pour moi, ils n'ont rien de bien, ces gens. Ils n'ont rien de bon à proposer. Parce que maintenant, avec leur nouveau personnage, Matthew et Nicholas Jackson, on est les EVP. On va assumer, on va être des heels. Ok, très bien les gars. Vous voulez avoir un rôle de heel à la Vince McMahon ? Ok, allez-y. Montrez-moi ce que vous pouvez faire. Et ils sont pathétiques. Ils sont pathétiques. À la télé, ils sont montrés comme des gens pathétiques. Mais Kozak, c'est le but, et ils en sont conscients, tu vois bien que c'est le but, qu'ils sont pathétiques, c'est tout le but, c'est voilà, qu'ils font des segments comiques parce que c'est des boss qui sont trop pathétiques, tu vois. Ok. Bah, c'est pas parce qu'ils le savent que ça les sauve. Au contraire, j'ai envie de te dire, s'ils savent qu'ils vont avoir un rôle pathétique et qu'ils vont faire des segments comiques à la télé, bah le faites pas, en fait. Parce que ça décrédibilise le produit. Et que ça fait fuir les gens. Qui a envie de voir une fiction ? Je le redis, je dis souvent le même argument, mais qui a envie de voir une fiction, une série télé sur long terme, où les antagonistes principaux sont des blagues ? Réfléchissez bien, mais il y a très peu de produits qui ont comme genre principal un genre sérieux, qui se prend en sérieux, qui ont pour antagoniste des blagues. Essayez-moi d'en citer, vous allez les compter sur les doigts d'une main. Parce que ce sont des exceptions. Si vous voulez être les antagonistes principaux de votre fédération, vous avez le droit.
Mais il va falloir assumer et vous prendre au sérieux. Le problème est que ces mecs en sont incapables de se prendre au sérieux. Parce qu'ils sont ridicules. Et quand ils essayent, ça ne marche pas. Vous avez vu leur gueule? Est-ce que vous avez vu leur gueule? Et encore, je vous dirai un petit truc. Nick Jackson est celui qui s'en sort le mieux. C'est celui qui s'en sort le mieux. Parce que Nick Jackson ne parle pas trop. C'est un peu le frère discret. Celui qui reste un peu à l'arrière et qui juste fait des petits gueules et qui s'en bat les couilles. En soi, il s'en sort, Nick Jackson. Mais lui, Matt, ce petit trou du cul, ce bon à rien, ce misérable de Matt Jackson qui ne sait pas pondre une promo et qui ne saurait même pas gérer un target, un Lidl. Cette merde est insupportable et ne sait pas pondre une putain de promo. Il a jamais pondu une seule bonne promo et chaque semaine, on le voit à la télé faire des promos en tant qu'antagoniste principal du produit et faire fuir tous les putains de spectateurs parce que personne n'a envie de voir cette merde. Vous êtes fan hardcore de la EW? Regardez-moi droit dans les yeux. Vous savez quoi? Regardez droit dans les yeux Matt Jackson et essayez de me convaincre. Dites-moi, assumez le fait, défendez-le sur sa promo. Allez-y, dites-le. Ayez l'audace de me dire que ce mec a une bonne promo, que vous croyez en ce que dit ce mec. Ayez l'audace de me le dire. Bah non, j'y crois pas trop. Ok, bah pourquoi ce mec est autant... Ces mecs sont autant mis en avant, pourquoi? Si on ne croit pas à ce qu'ils disent, pourquoi ils sont autant mis en avant? Est-ce que le but c'est pas de mettre en avant tes meilleures stars, ton meilleur personnel? Oui, mais Kozak, c'est les vice-présidents. Et c'est là tout le problème. C'est parce que c'est les vice-présidents, c'est parce que c'est les meilleurs potes de Tony Khan qui sont autant mis en avant. Et que eux, on les voit, et qu'on voit leurs potes, et qu'on voit putain de sa race, qu'on voit Jack Perry, et qui font un honneur à CM Punk en mode « Ah, on lève les bras au ciel quand il s'est fait virer. Wouhou, c'est la victoire, c'est la victoire. Vos salles sont vides, bande de cons. Vos salles sont vides. Vos gamineries ont tué votre business. Mais vous n'avez rien à foutre, vous. Vous n'avez absolument rien à foutre parce que vous êtes les meilleurs potes de Tony Khan. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tony Khan vous protégera. Il vous a protégé. Il vous a gardé comme vice-président. Il ne vous a rien fait alors que vous êtes responsable du renvoi de sa plus grosse star qui lui rapportait de la thune. Vous avez tué son business et il vous a remercié pour ça. Il vous a donné le main event, il vous a donné de nouveaux personnages, il vous a donné les titres par équipe. Mais bravo! Mais félicitations, espèce de fils de pute! Désolé, mais il faut dire les termes. T'es qu'une merde! Quel exemple! Mais quel exemple! Quel bel exemple! Ces gars-là sont des vice-présidents de la compagnie. Ils sont vice-présidents. Et le jour où la plus grosse star, leur étale enfin les 4 vérités, ouvre enfin sa gueule, dit enfin tout haut ce que tout le monde pense du bas parce que tout le monde a peur de perdre son putain de job s'ils osent ouvrir leur gueule. CM Punk ouvre enfin sa gueule, annonce les 4 vérités droit devant ces mecs, dit les choses et eux, en tant que vice-président, quelle est leur action? Ce n'est pas d'aller voir Tony Khan et lui dire « Tony, c'est quoi ce bordel ?» Non, c'est d'aller voir Punk à 5, à 6 contre 1, je sais pas à combien ils sont, de rentrer dans son vestiaire et lui faire « T'as un problème, Punk? T'as un problème ?» Tout comme Jack Perry, c'est la même merde. Ah, t'as un problème, Punk? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et bah CM Punk a étranglé Jack Perry et CM Punk a probablement pété la gueule de ces gars-là parce que signature de NDA et qu'on ne peut rien savoir et qu'on ne saura jamais le fin mot de cette histoire parce que tout a été signé parce que Tony Khan a peur de ce qui pourrait être raconté. Ce qui est sûr, c'est que Punk, il s'en fout. Hein. Lui, s'il pourrait, il le dirait, parce que c'est parce qu'il n'a rien à péter. Et le pire, c'est que c'est probablement lui qui a fait de la merde. C'est probablement lui qui a fait les trucs les plus entorses. C'est probablement Punk qui a agressé, qui a fait du mal aux EVPs, au vice-président. Quelle bande de tarlouses. Et encore une fois, c'était l'occasion. Vous êtes vice-président. Toute votre vie, vous avez cherché à être over. Vous avez cherché à être des gens connus. Et ça sans passer par AEW, sans passer par tout ce que vous détestez. Vous avez cherché à faire ça toute votre vie. Et vous y voilà enfin.
la toile entière, le monde entier, même s'il ne rate pas la EW, a connaissance du fait que Punk s'est battu contre vous en vestiaire. Ça fait le tour du monde cette affaire. Et il revient. Et vous avez l'occasion, il y a Wembley Stadium qui arrive. Vous avez l'occasion de présenter le plus gros match de l'histoire de votre fédération. Et ce ne serait pas du forcing de vous y voir. Ce serait logique. Vous seriez dans le main event et on aurait envie de voir ça. J'aurais envie de voir dans le main event, bande de Young Bucks. J'aurais envie de vous voir, vous les gamins, vous que je débecte, vous à qui je trouve, vous qui n'avez aucun talent à mes yeux. Et plusieurs fois, Punk et Tony ont proposé qu'on enterre la hache de guerre et qu'on fasse une storyline et qu'on fasse du business avec tout ça, qu'on utilise tout ça, tout comme on utilisait le fait que Matt Hardy et Edge rentrent dans une rivalité, alors que Edge a couché avec Lita, que Lita a trompé Matt Hardy. Il y avait de vraies émotions, les mecs avaient vraiment envie de se foutre sur la gueule et ils ont tiré ça pour faire de la thune. Et pour moi, ça c'est bien plus grave. Il y a de plus grosses raisons d'en vouloir quelqu'un que plutôt qu'une baston backstage. C'est la base dans le monde du catch, une baston backstage. Ça arrivait à de nombreuses reprises et pour des raisons moins importantes. Bande de bons à rien. Vous tuez l'épisode de Tony, vous êtes responsable du renvoi de sa plus grosse star et vous refusez le plus gros match de l'histoire de la compagnie dans lequel vous auriez été mis over, vous auriez été dans le main event. C'est sûr et certain. CMFTR face à l'élite. Vous êtes que des merdes, vous êtes des hontes pour le business. Vous n'avez pas le droit d'être dans le main event. Vous n'avez pas le droit d'être dans la faction la plus intéressante parce que maintenant, vous avez une faction en mode on est la nouvelle NWO. Okada, c'est Hulk Hogan. Et on est avec Jack Perry. Vous avez vu à quoi ressemblait la NWO? Il y avait Hogan et les gars, c'était des monstres. Et c'était des bonnes promos. Vous êtes des blagues. Vous avez fait un segment avec Tony Khan, un segment fort, vous lui lattez les couilles. Vous humiliez votre patron. Vous faites la même putain de taille que votre patron, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Vous vous octroyez les segments les plus forts. Ces segments d'attaque face à des patrons, c'est des segments extrêmement forts. Et c'était fait beaucoup de fois de WWE. Je me rappelle notamment, évidemment, de Stone Cold. Et je me rappelle aussi de Randy Orton, qui a attaqué le patron. Pourquoi ça avait un sens à l'époque? Parce que tout catcheur qui agresserait ouvertement son patron et la fille du patron serait renvoyé sur le champ. Mais ces mecs-là étaient les gars over qui rapportaient de la thune. C'était les stars du show de Vince. Donc c'était logique que Vince ne les renvoyait pas. Parce que Vince était un businessman dans le kayfabe et dans la réalité. Et c'est pour cette raison qu'il les gardait sous contrat. Mais vous, c'est un fait que vous faites baisser les audiences semaine après semaine. C'est un fait. Et c'est un fait que vous êtes les vice-présidents et que vous agressez sur le ring votre boss. S'il ne vous vire pas, il a quand même le pouvoir de vous enlever, vous destituer de ce titre. Ce serait logique, non? Bah apparemment pas. Apparemment pas. Ces mecs sont des hontes pour le putain de business. Des putains de hontes. Y a rien qui va chez eux. Y a rien qui va. Et Tony, pour terminer sur Tony Khan, j'ai dit beaucoup de choses sur Tony au final à travers tous les catcheurs que j'ai mentionnés dans ces deux parties. J'ai dit énormément de choses sur Tony Khan. Et je vais pas tout répéter. Je suis crevé. La vidéo va bientôt faire 2 heures, je pense. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Tony, à la base, c'est quelqu'un que je respectais énormément. Parce que certes, j'ai toujours vu que c'était un gros marque. Ça a toujours été un gros marque. Mais il avait la chance d'être le fils d'un multimilliardaire. Et c'était là l'opportunité pour la AEW. Pour tous les fans de catch à travers le monde. La véritable opportunité. Enfin, on allait pouvoir faire bouger les choses. Un multimilliardaire allait pouvoir mettre toute sa fortune personnelle dans un projet qui aurait pu et qui aurait dû être booké
est géré par des professionnels du milieu pour faire de la W une véritable alternative et plus que ça, un véritable rival à la WWE. Oui, ça aurait pu être le cas. Pour tous ceux qui pensent que non, de toute façon c'est impossible, que la WWE est trop grosse, je suis désolé, mais ça aurait pu être le cas. Avec les bonnes personnes, ils auraient pu faire vaciller la WWE. Mais la WWE a vu que Tony Khan était aux rênes intégralement de ce projet, parce que c'était son rêve de gosse, qu'il a toujours rêvé de faire ça, et que ce serait son bébé, à lui, et uniquement à lui. C'est lui qui bookerait les shows. C'est lui qui serait à la tête de tout. Et personne ne pourrait contredire quoi que ce soit. Et si on contredit ses projets, oh il écoute pas, et ah non, je veux pas. Lui préfère qu'on lui lèche les bottes. Il préfère organiser des médias scrum où il va appeler les journalistes qui sont d'accord avec ses projets, qui vont pouvoir lui lécher le cul correctement. Il va inviter eux, hein. On n'a jamais Cornette au médias scrum, hein. Vous pensez bien, évidemment. On n'a jamais personne, on n'a jamais Bischoff, ni personne qui ouvre sa gueule et qui dit les choses sur la EW. Eux, ils ne s'expriment pas dans les médias scrum. On les entend pas. Ils vont pas mettre en avant des photos Nikan. Lui, ce qu'il aime, c'est faire son rêve de gosse, parce que son père lui a donné les thunes pour, en espérant peut-être avoir un petit retour sur investissement, et j'en doute, je pense qu'on y est loin. Les ratings descendent au fur et à mesure. Il y a moyen de faire un business. Parce que quand on voit le roster, s'il est booké, qu'il est produit par les bonnes personnes, on a un banger. Et je suis persuadé qu'on a un produit qui peut surpasser sur plein d'aspects la WWE. Pour tous ceux qui pensent que je suis un profane de la WWE, non. Non. Non, j'espérais la réussite de la WWE. J'espérais à la réussite de ce produit. Bien sûr. Mais c'est mauvaise décision sur mauvaise décision parce que Tony est un enfant pourri gâté et l'a toujours été. Un gros marque pourri gâté. Qui fait ce qu'il veut, qui joue avec ses jouets. Et qui s'en lasse. Tony, son rôle aurait dû s'arrêter à je suis l'investisseur du projet et je suis le producteur. C'est moi qui annonce quel match j'ai envie de voir. C'est mon rêve de gosse. Et j'ai ces catcheurs sur la main, bah je vais voir ce match et ce match. Bookez-moi ça, les gars. Ok, on te les book, Tony. On va te booker tout ça. Et bien sûr, on aurait gardé ce principe, plus de liberté chez les catcheurs, avec dosage. Certains catcheurs aiment voir toute la liberté du monde, et certains catcheurs aiment voir toute la liberté en promo. Certains catcheurs aiment bien que leur promo soit scriptée. Ils en ont besoin. On travaille main dans la main, dans une ambiance peut-être plus saine qu'à la WWE. On a des protocoles de santé corrects, bons. Parce que là, c'est une catastrophe. Le management de tout ce qui est opération, tout ce qui est case opération, hôpital, etc., c'est une catastrophe à la EW. Ils ne sont pas bien pris en charge. Et ça se fait savoir de plus en plus. Et beaucoup de noms, beaucoup de talents sont exprimés à ce sujet. Et pas que Punk. Moxley s'est exprimé à ce sujet-là. Le management est catastrophique. C'est drama sur drama sur drama. Et au lieu que Tony essaye de faire progresser les choses, mettre à plat ces choses-là et ouvre sa gueule pour virer, resserrer les rouages, resserrer son putain de produit et faire en sorte que ses talents l'écoutent plus, lui ce qu'il préfère faire, c'est faire signer des NDA à ses catcheurs. Le nombre de NDA qui a été signé dans ce putain de business, c'est une catastrophe. Des NDA partout. Il y a un truc qui va pas, NDA, on signe. Vous dites rien, tout va bien. Et au lieu de dire, ok, bah là, on est un peu en phase difficile, mais on va se concentrer sur les points positifs et on va aller de l'avant, on va progresser. On vient de signer Will Ospreay, on va faire en sorte que ce mec devienne la nouvelle top star de la fédération. Tony préfère dire, on n'a jamais fait un show aussi bon, c'est le meilleur show qu'on ait jamais produit, la AEW n'est jamais allée aussi bien. Mais tu mens, t'es dans le déni, c'est pas possible. T'es dans le déni, mon pauvre garçon. Et sur Twitter, le mec, au lieu de se construire son produit, c'est le boss d'une grosse compagnie. Au lieu de se construire là-dessus, il préfère tweeter, ce mec. Il préfère tweeter et lancer des bâches à son rival, qu'il considère encore comme son rival, mais c'est pas son rival. Ce n'est plus son rival.
Il n'y a même pas match face à la WWE, il n'y a même pas match. Il se fait écraser, c'est un insecte. Ce sont des insectes. Et il préfère tweeter et bâcher le fait que Jinder Mahal, oh quelle honte qu'il a un match du championnat pour face à Seth Rollins, quelle honte, c'est nul, nous on fait ça mieux. Bah non. Non, Nick Wayne il vient d'affronter le Sir Strickland pour un match championnat. Comment tu te défends face à ça? Par le win-loss record? Au bout d'un moment, je prends tes mêmes arguments, genre contre toi, Tony Khan. Espèce de gamin, espèce de marque. T'as beaucoup de chance. Tu as beaucoup de chance d'être encore dans le business. Et si tu n'étais pas multimilliardaire, mais ça fait longtemps que tu aurais fermé la porte. Très longtemps. Comme un homme sage l'a dit, tant que Tony mettra de l'argent, cette compagnie, elle continuera d'exister. C'est sûr. Le jour où il arrête, c'est la fin. C'est terminé. On n'en parle plus. C'est un gosse qui fait son rêve de gosse. Mais qui, en faisant ça, et parce qu'il est extrêmement égocentrique, bah, a détruit le rêve de tous les fans de catch, qui était d'avoir le retour d'un véritable produit de catch à 100% qui aurait plu à plein de gens et qui ne serait pas la WWE. Et ben voilà, on y est. Grosse aventure. C'est la fin de cette trilogie de vidéos sur une brève analyse de l'intégralité du roster. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à changer dans les commentaires. Si vous êtes un... N'hésitez pas à revenir sur ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. J'aime beaucoup échanger avec vous. Si vous êtes un pro fan AEW, un fan hardcore, et j'en ai souvent dans les commentaires, et je vous dirais juste une chose qui serait sage pour vous, c'est que si vous souhaitez commenter, ne vous ridiculisez pas. Parce que vous avez tendance à vous ridiculiser, à mettre en avant, à faire des comparatifs avec la WWE sur des choses où il n'y a même pas de comparatif à avoir. Juste, construisez-vous sur mes arguments et essayez de les retourner. Essayez d'ouvrir le débat. Évidemment, ne vous ridiculisez pas. Ne dites pas, t'écoutes pas, de toute façon la WWE c'est les meilleurs, ils font les meilleurs matchs. Je viens de dire, tous vos arguments, je les dis. Et je les mets à plat. Et je les détruis. Et ce que les gens casus à travers le net ont tendance à dire de vous, fans hardcore, c'est que ils ont aucun problème contre la l'AEW, ils s'en foutent, mais ils vous détestent, vous. Parce que vous êtes partout et que vous n'arrêtez pas d'ouvrir votre gueule sur des choses où il n'y a même pas besoin d'ouvrir votre gueule. Je vous accepte sur cette chaîne, mais juste, écrivez vos messages de haine avec des pincettes. Parce que je suis prêt à ouvrir le débat avec vous. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.